François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Salut Sébastien, comment ça va? Ça va bien, François, ça va bien. 20 épisodes, on est déjà rendu à... T'avais pas un petit jingle 20e anniversaire, non? Non. Non, Toi, même par exemple? Même pas non plus. Putain, j'ai peut-être des rires en canne ou quelque chose comme ça. J'ai des applaudissements, c'est pas vrai? La foule est en délire. La foule ne croyait pas qu'on réussirait à en faire 20. Moi non plus, je ne croyais pas ça, François. Je pensais qu'on allait arrêter au bout de 7, 8. Mais ça a été toute une aventure, hein? 20 épisodes en dedans de quoi? Un mois et demi? Ça m'a paru plusieurs années, en tout cas. Oui, mais en tout cas, j'ai été bien content de faire ça avec toi. J'espère qu'on sera de retour pour une saison 2 à l'année prochaine. Je pense que c'est la première fois qu'on faisait, tu sais, on se connaît depuis un bout quand même, mais je pense que c'est la première fois qu'on faisait un vrai projet ensemble, moi et toi. Hein? Ben, on avait fait les soirées de débat ensemble. Non, Ouais, mais pas... tu sais, c'était comme plus un one-shot, là, tu sais. Non, c'est vrai. C'était une belle aventure avec Je toi. trouve que finalement, on était un peu comme Batman puis Robin, moi puis toi, je trouve. Ça se tient encore pour savoir c'est qui Batman c'est qui Robin, mais je suis d'accord avec toi. Dans le sens que moi, j'ai des idées de dernière minute, puis toi, t'es pas stressé, tu t'en fous complètement, fait que c'est pas grave. Tu sais, Mais comme on disait tantôt à Julien en voulant l'inviter cet après-midi au podcast de ce soir, hein, à être dernière minute, c'est un style de vie. Hein? Tu l'as ou tu l'as pas? Il faut juste l'assumer, il faut y aller là-dedans puis dire que on est comme ça, nous autres. Hein? On est un peu imprévisible. Hey, puis Sébastien, tu nous as concocté toute qu'une brochette d'invités ce soir pour la 20e. Oui, je suis content. Pour vrai, là, cool. on a des invités vraiment intéressants à soir. Oui. Il y a des personnes quand même plus intelligentes que la moyenne. Hein. Ça va pas nous aider à paraître brillants. Mais je pense que ça va vraiment intéresser les gens. Je te laisse les présenter. Oui, c'est ça. Ce soir, on a 3 invités assez fantastiques. On a Marc-Olivier Thibault, qui est entre autres, animateur à Radio-Canada. Fait que c'est un petit peu intimidant pour nous autres de le recevoir puis de jaser devant lui. Là. On va essayer de prendre un français correct devant Marc-Olivier, qui ne nous parlera pas de toute façon de ça pantoute. Il va venir nous parler d'une de ses passions, la photographie. Donc, il va peut-être nous donner des conseils de cadrage et d'éclairage. Espérons-le, ça peut juste nous aider. Marc-Olivier aussi qui a un podcast. Hein, je suis allé écouter ça cet après-midi. J'ai écouté le dernier épisode. C'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est monté professionnel. Hein, c'est vraiment cool. Pas trop long non plus. Il y a une couple de trucs qu'on devrait retenir, Sébastien, là-dedans. Ouais, comme ne pas tout dire sur nos invités dans la présentation. Oui, c'est ça qu'on est en train de faire. Hein? On a aussi Pascal. Bonsoir. Arrête ça là, laisse-le se présenter le reste. Moi-même? Non. Blague, on a tout le temps des petits bouts de malaisants, nous autres, au début du podcast. Ça fait partie de notre amateurisme. Pascal était aussi un journaliste jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Puis il a changé un peu de carrière. Mais il ne vient pas nous parler de sa job, en fait, actuellement. Il vient nous parler de... il est en train de devenir un influenceur. J'aimerais que ça devienne une job, en fait. Oui, OK, c'est ça. Mais là, pour l'instant, c'est un projet. C'est un projet entrepreneurial quand même, c'est une forme d'entrepreneuriat. Puis nous autres, on est un peu curieux sur qu'est-ce que c'est ça, un influenceur, puis c'est quoi tes objectifs. Je ne sais pas si tu vas vouloir tout nous révéler, là, mais on va te poser des questions là-dessus. Puis on se dit peut-être que ça peut nous aider aussi à pogner des petits trucs pour devenir un peu plus connu, populaire et riche. Donc, je serai un livre ouvert. Merci beaucoup. Et notre première invitée, et non la moindre, hein, elle s'appelle Émilie Parent. C'est une petite fille de Macamic. Donc, c'est une de nos amies qui nous l'a chaudement recommandé. Puis là, Émilie Parent, là, c'est une fille là, qui est en train de faire un doctorat en astrophysique. Ça, c'est assez incroyable. C'est assez rare. Ouais, merci d'avoir accepté notre invitation.
Tu es une fille sérieuse, mais qui est quand même capable de sortir un peu de ta zone de sérieux et d'aller dans des affaires un peu bizarres comme des podcasts des survivants. Oui, moi, je suis sérieuse. Je suis pas sûre que ça me décrirait vraiment bien. Je suis probablement pas le stéréotype classique des scientifiques qu'on veut dépoguer, justement. Mais non, j'aime ça avoir du fun. J'aime ça contacter le public, outreach et le podcast, c'est excellent. J'étais bien excitée de pouvoir connecter, surtout avec l'Abitibi. Normalement, je contacte juste le monde autour de moi à Montréal, mais là, de pouvoir retourner en Abitibi virtuellement, ça me fait vraiment très plaisir. Là, raconte-nous un petit peu comment tu es devenu, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette carrière-là en astrophysique, là, quand même? C'est pas parce que ton mononcle faisait ça, puis tu t'es dit, tiens, je vais devenir comme mon mononcle, là. On s'entend. Si tu veux faire plaisir, dis c'est à cause de Carole. Ah, Carole, c'est une grosse influence. Non, mais pour vrai, tous mes profs de sciences, en fait, au secondaire, à Paulino, au séjour à Macamic. Tu t'es mis à triper pour vrai sur les cours de sciences? Oui, j'aimais vraiment les cours de sciences. J'avais pris tous les cours d'extra sciences que tu pouvais prendre au secondaire. J'aimais vraiment un peu de tout, mais j'avais aucunement en tête d'aller en astrophysique. Je savais même pas que tu peux en faire une job, en fait. Émilie, est-ce que tu peux dire c'est quoi l'astrophysique? Juste pour... Excusez-moi, les gars, je pose une question. Je sais pas si nous un peu, c'est bon. Non, c'est vraiment une bonne question. En fait, c'est la physique, c'est vraiment la science du monde en général, comment que la nature fonctionne. Puis l'astrophysique, on applique ça vraiment à ce qui se passe dans l'espace. Fait qu'il y a vraiment plein de sous-branches en astrophysique. Il y a plein de trucs qu'on peut étudier en astrophysique. Ça peut être des planètes dans le système solaire, ça peut être des galaxies au fin fond de l'univers. Fait que tout le monde en astrophysique a sa niche, si on veut, mais c'est vraiment n'importe quoi quand tu regardes vers le ciel et que tu fais de la science. Dans le fond, mettons, quelqu'un qui voudrait devenir astronaute va commencer par ça, non? Non, même pas. Il n'y a pas tellement d'astronautes, en fait, qui ont un background en astrophysique. Souvent, les astronautes peuvent être médecins, ingénieurs. Ils ont vraiment besoin de toutes sortes de monde pour aller sur la Station spatiale internationale. Mais en astrophysique, à la base, tu peux rester toute ta vie les deux pieds sur Terre, même c'est ça que la plus grande majorité des astrophysiciens et physiciennes font. On observe le ciel à partir du sol avec des télescopes en général, ou en faisant des calculs ou des simulations. La plupart avec des télescopes. Mais moi, j'ai aucunement l'intention d'aller dans l'espace, ever. Un peu trop claustrophobe pour ça. Et là, tu as fait un bac en quoi, mettons? Tu as commencé en faisant un bac en physique. OK. Un peu comme tout le monde qui est bon en sciences par chez nous, fini le secondaire, tu en sciences nat au cégep, parce que c'est pas trop où tu t'en allais. Moi, je m'enlignais plus vers la santé. Puis finalement, c'était mes profs au cégep en physique m'ont vraiment fait accrocher à la physique. Puis honnêtement, je trouvais que la biologie était comme plus plate, c'était comme du par cœur. Puis physique, je trouvais ça plus intéressant. Je conduisais mon auto, puis là, j'étais en train de calculer comme l'accélération puis la force de friction de mes tailleurs sur la route. Fait que ça commençait à vraiment m'intéresser. Fait que finalement, à la fin de mon cégep, j'ai dit, je vais aller en physique. Puis même dans ce temps-là, je pensais plus à faire comme la science environnementale, étudier les changements climatiques, météorologie, ces trucs-là. Puis vers la fin de mon bac, j'ai eu une opportunité que je n'avais pas vu venir. C'est d'aller faire un stage de recherche en astrophysique en Californie. On avait quelqu'un qui était venu visiter l'université où j'allais. Pour mon bac, j'ai été à Bishop. Puis les professeurs là-bas, ils étaient beaucoup en astro. Fait que ça a influencé un peu mes choix, mais pas extrêmement. Mais c'est vraiment quand ce visiteur-là est venu à mon université puis que j'ai eu la chance de se lui parler. Puis éventuellement, je dis « Hey, tu cherches quelqu'un pour faire un stage de recherche? C'était l'air cool comme personne. » Puis ça a marché. Fait que j'ai passé un été pendant mon bac à Los Angeles faire de la recherche, puis j'ai eu la piqûre. Tu es allé dans un observatoire. Fait que dans le fond, tu n'es pas quelqu'un qui est passionné par l'espace depuis que tu es petite. Là. C'est vraiment... Tu t'es enligné là. Star Wars comme nous autres quand tu étais petite, là? Non. J'ai eu une phase de je veux être astronaute.
Je me rappelle, il y avait un jeu à 10 bouts, c'était un peu sur l'espace, puis je tripais bien gros, mais j'avais jamais envisagé l'astro comme étant quelque chose que tu peux faire dans ta vie. Je pensais pas qu'il y avait une carrière associée à ça. Puis il n'y a juste pas d'astrophysicien, on pense que c'est un loisir que, comme les astronomes amateurs qu'on rencontre. Moi, je me doutais que c'était un petit peu plus qu'un loisir, là. Mais non, mais dans le sens que c'est difficile de concevoir que tu peux vivre de ça et d'en faire ton métier, tu sais. Tu peux être passionné par les étoiles puis par l'observation du ciel, tu sais. Mais Émilie, c'est quoi ton sujet de recherche? Qu'est-ce que tu étudies? Parce que tu disais que tu peux étudier à peu près n'importe quoi qui est au-dessus de nos yeux dans le ciel, mais toi, tu as choisi de concentrer tes recherches sur quoi? Quand j'ai commencé la recherche en astro, j'étudiais les supernovas, qui sont, dans le fond, quand une étoile très massive meurt à la fin de sa vie, parce que toute bonne chose a une fin, même les étoiles meurent éventuellement, ils vont mourir en explosion super violente, puis tu peux les voir de très loin dans l'univers, comme vraiment, vraiment loin dans l'univers. Puis avec ça, on est capable de mesurer à quelle vitesse l'univers est en expansion, parce que l'univers grandit de jour en jour. Puis en étudiant ces supernovas-là, ces étoiles-là qui meurent loin dans l'espace, on est capable de mesurer à quelle vitesse l'univers s'agrandit. Puis avec ça, on peut faire plein de... Premièrement, on peut se demander comment commencer l'univers. On est capable d'aller comme backward, puis OK, bon, ben là, on sait que l'univers a 13 milliards d'années, des trucs comme ça. Fait que j'avais trouvé ça super intéressant. Puis pour ma maîtrise, j'ai eu la chance de travailler avec une des meilleure astrophysicienne au monde, ici à Montréal. Elle a vraiment une très grande réputation. Puis elle, sa spécialité, c'était les pulsars. Pulsar, ça vient de pulsating star. En fait, c'est... c'est une étoile clignotante. Oui, on les appelle des fois des phares cosmiques. OK. Fait que quand une étoile meurt dans une supernova comme ça, toute l'étoile est détruite, sauf le noyau au centre de l'étoile, donc le cœur de l'étoile. Lui, il va survivre la supernova. Puis, à cause de la gravité, puis plein de trucs physiques qui se passent à l'intérieur, il va se contracter. Puis, dans le fond, on passe d'un objet qui était plus gros que la Terre, puis on contracte un objet qui devient gros comme à peu près l'île de Montréal, mais qui a plus de masse que le Soleil. Fait que c'est des objets vraiment denses, c'est les objets les plus denses dans l'univers, c'est les objets aussi les plus magnétiques dans l'univers, on ne comprend pas trop comment ça marche. C'est ça, c'est un peu comme des cousins des trous noirs, si on veut. Donc, si on prenait ces noyaux-là, qu'on appelle des étoiles à neutrons, c'est vraiment le nom qu'on leur donne, mais de façon plus communale, quand on les observe, on est capable de voir des pulses, donc on les appelle les pulsars. Je vais référer aux deux termes souvent, mais c'est ça, quand on a une étoile à neutrons, si on continue de lui donner de la masse, éventuellement, il va former un trou noir. Okay. C'est un peu comme les cousines des trous noirs. En observant les pulsars, tu peux un peu mieux comprendre les trous noirs, c'est ça? Oui. OK, merci de m'aider. J'avoue que... vas-y. C'est super complexe, puis là, tu essaies de nous schématiser ça à l'extrême. Fait que merci de en fait, on peut regarder, on peut, avec les pulsars, on peut essayer de trouver c'est quoi la ligne où un objet compact comme ça devient un trou noir. Donc, c'est quoi la ligne? C'est comme un point de bascule à quelque part là-dedans. Parce qu'un trou noir, c'est pas un objet, ça se trouve être du genre de vide qui attire. C'est de l'antimatière, c'est ça? Oui, non. Pas du tout. En fait, un trou noir, il y a au fond d'un trou noir... il y a quelque chose de tellement dense qui aspire la lumière? Elle aspire même pas, en fait. Il faut vraiment imaginer l'espace-temps, en fait, comme une trampoline. Puis quand on a des objets massifs comme une planète, le Soleil, une autre étoile ou une étoile à neutrons, si on met ça sur la trampoline, donc dans l'espace-temps, ça va courber l'espace-temps. Comme mettre une boule de quilles sur vraiment une trampoline, il y a une courbure comme ça qui se forme. Puis plus que l'élément est compact, plus que la courbure est intense. Mm-hmm. Donc, un trou noir, c'est tu prends comme un objet qui a comme 3 fois la masse du Soleil ou plus, puis tu le condenses tellement qu'il va creuser de plus en plus profondément dans cette trampoline-là qui est l'espace-temps. Et
ça va vraiment former comme un entonnoir vraiment très, très creux. Puis en fait, on dit les trous noirs, ils aspirent. En fait, ils aspirent pas. C'est juste que quand tu vas trop près de la courbure, tu vas tomber puis tu ne seras pas capable de remonter. Mais on sait on pense qu'à la base de ce trou-là, dans l'espace-temps, il y a un objet super, super massif. C'est juste que même la lumière, cet objet-là, il est chaud, il y a de la masse, mais même la lumière qui essaie de sortir de cette courbure-là n'est pas capable, l'espace-temps est trop courbé. Fait que tout reste pris, dans le fond, dans le trou noir. Si du jour au lendemain, notre soleil se transformait en un trou noir, on ne le saurait pas. Autre qu'il n'y aurait plus de soleil, puis on mourrait de froid parce qu'on n'aurait plus d'énergie. Mais comme la trajectoire de la Terre dans le système solaire, il n'y a rien de ça qui changerait. Ah non? OK, je pensais qu'on était assez proches pour être aspirés, nous autres aussi, là-dedans, non? Non. OK. Non. Tu vois? C'est ça, des fois, on se fait des images avec les films de science-fiction, mais tu sais, les autres, ils inventent n'importe quoi, là. Ça, c'est le fun de parler à Sophie. Ben oui, c'est ça, vraiment. Est-ce que tu as écouté la série Fringe? Non. Je te le suggère. OK. Ils font des gros... Est-ce qu'ils ont des trous noirs et... T'as tout là-dedans, des trous noirs, de l'antimatière, t'as tout. C'est fascinant, j'ai adoré ça. OK. Ça s'appelle Fringe. Le multivers. Et moi, je trouve que c'est un domaine qui donne le vertige. Je ne sais pas si tu es là-dedans pour ça ou si ça te fait vivre la même chose, parce que j'ai l'impression qu'à toutes les fois qu'on découvre quelque chose, dans le fond, on se retrouve à encore plus être conscient qu'on ne connaît rien sur le sujet. Puis, tu sais, si tu t'en vas dans ce milieu-là pour avoir des réponses à tes questions, tu n'en auras probablement jamais. Tu vis ça comment, toi? Bien, en fait, on trouve des réponses à nos questions. C'est juste qu'après ça, on a plus de questions. Oui, mais c'est ça. C'est ça qui nous motive comme à continuer. C'est comme, OK, là, on vient d'avoir une pièce d'information, ça répond à notre question. Là, on a plein d'autres questions. Puis là, on est juste encore plus motivé à continuer. Puis ce qui est vraiment le fun avec l'astro, c'est que, bon, justement, on peut pas toucher, on n'a aucun contact, si on veut, avec ce qu'on observe. Fait que c'est très, très ouvert à l'imagination. Tout ce qu'on a vraiment qui vient de l'espace, la plupart du temps, c'est juste de la lumière qu'on collecte avec des télescopes. Fait que tout ce qu'on a, c'est des images ou des données numériques. Puis il faut essayer d'interpréter qu'est-ce que la nature fait en ce moment. Qu'est-ce qu'on est en train de voir. Puis aussi, c'est toutes des choses totalement extrêmes qu'on n'est pas capable d'observer sur Terre. C'est tous des phénomènes qu'on ne voit pas sur Terre. Fait que c'est vraiment aller dans l'extrême, puis l'imagination, puis tu dis des idées, puis tu testes des idées, puis ça peut être un peu fou, mais il y a des trucs vraiment... hyper pointu. Là, je le disais dernièrement, là, je lance ça de même. Là, tu pourras me corriger si je me trompe. Il était capable de savoir si des planètes comme étaient habitables, puis il y avait quoi comme dimension puis atmosphère, juste en les voyant passer en avant de le soleil, puis la couleur, dans le fond, qui dégageait. Tu sais. C'est comme super simple, mais en même temps, c'est tellement complexe. Là, comme, c'est des calculs qui finissent plus. Là, moi, c'est là que ça me donne le vertige. Je trouve ça hyper intéressant. Je m'intéresse beaucoup à ça, mais j'ai l'impression d'être pas assez intelligent pour tout processer ça. Ah, juste la théorie quantique, mettons, on essaie de lire un peu là-dessus puis de comprendre là-dessus. Je comprends rien pantoute. Là. Et à la limite, c'est presque plus de la poésie, pour moi, que de la science, parce que j'ai la quantique tatouée sur moi, ça m'a traumatisé. C'est quoi? C'est comme une espèce d'équation? Oui, c'est une équation de Schrödinger. C'est une équation à la base de la quantique. C'est quoi ça? Dis-moi, j'ai Saturne. Ah! Oh! Wow. Mais pour répondre à ta question, oui, ça peut être complexe, mais en même temps, quand on se focus vraiment là-dessus, c'est quelque chose il faut avoir une habileté avec la science puis une créativité, mais si c'est quelque chose qui te passionne, ça fonctionne comme... Je ne pourrais jamais être influenceur Instagram. J'ai aucune compétence dans promotion et tout ça. Fait que c'est vraiment... Ça va vraiment...
C'est correct qu'il n'y a pas de job. Puis, C'est plus dur. est-ce que depuis, mettons, les dernières années, mettons depuis 10, 15, 20 ans, est-ce qu'il y a des avancées importantes parce que moi, j'ai l'impression que la théorie quantique, c'est comme le top-notch, puis ça fait 50 ans de ça, ou 60 ans. Là. Est-ce qu'il y a encore des avancées? Mettons, en 2 minutes, avant d'aller plus loin, là, la physique quantique, on peut-tu se faire vulgariser ça? Je m'y comprends pas. Je suis vraiment pas une experte en physique quantique. J'ai fait mon bac, puis ça a été pas mal ça. Mais vraiment, la physique quantique, c'est quand même un terme populaire, mais le quantique, en fait, c'est tout ce qui se passe au niveau microscopique. Donc, tu sais, je prends ma souris d'ordinateur, je la lâche, ça va tomber sur le sol. Ça, c'est la mécanique. C'est la physique mécanique, donc c'est à plus grosse échelle. Mais quand on regarde vraiment comment les particules à l'intérieur de ma souris interagissent ensemble, ils ne tombent pas à terre, les particules. Quand tu les regardes elles-mêmes, elles en ont rien à foutre qu'il y a de la gravité autour. Tout ce qui est important pour les particules à l'intérieur, c'est qu'il y a des particules autour d'elles. C'est comme la genre de science que les éléments qu'on a dans notre tableau périodique, ils s'associent ensemble pour faire des objets, puis des liquides, puis des ci, puis des ça. C'est ça, encore plus, même à l'intérieur des éléments dans le tableau périodique. Donc, vraiment au niveau atomique. Il y a comme un niveau de logique, là, plus complexe où, tu sais, l'histoire là, du chat, là, puis est-ce que... chat Schrödinger. Le chat Schrödinger. Mais tu sais, ça devient un peu de la science-fiction à quelque part, on dirait, tu sais. C'est juste quelque chose d'un peu plus abstrait parce que ça se comporte pas de la même façon que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Parce que nous, on est habitués, on a des 2 pieds sur terre, tout ça, mais quand on tombe dans le milieu quantique, la façon dont la nature réagit, c'est différent un peu. Fait que ça devient un peu abstrait, mais si tu parles à des personnes dans la physique quantique, ils vont dire non, c'est pas de science-fiction, c'est très... Voici nos tests, nos observations. Oui. Fait que mais c'est juste pour... Normalement, c'est aussi considéré comme difficile parce que c'est difficile. Il y a comme un niveau abstrait à ça, fait que c'est difficile de passer par-dessus. Mais une fois que tu as passé par-dessus et que tu comprends comme l'équation de Schrödinger, par exemple, puis tous ces fonctionnements-là, après ça, là, ça se met à faire du sens. C'est juste pas quelque chose qu'on voit, nous, à tous les jours. Là, tu disais qu'il y a eu quand même, il y a encore récemment des grandes découvertes là, qui chamboulent un peu les théories puis qui nous amènent plus loin. Oui, puis surtout en astro, les découvertes sont vraiment, vraiment fréquentes. C'est un domaine de la science qui évolue vraiment rapidement. L'univers est tellement grand, il se passe tellement tout le temps des affaires qu'il y a tout le temps des nouveaux trucs qui se passent. Au niveau de la technologie, tu sais, les télescopes, est-ce qu'ils s'améliorent encore aux autres? Oui. Comme François, tu donnais comme exemple les exoplanètes, essayer de trouver d'autres planètes, voir s'ils sont habitables et leurs caractéristiques. Ça a commencé dans les années 80 où on a découvert la première exoplanète. En fait, cette planète-là orbitait un pulsar. C'est vraiment un drôle de match. Fait que c'est comme ça c'est à cause du pulsar qu'on a trouvé la planète. Fait que là, pour la première fois dans les années 80, on est comme, il y a des planètes. On savait qu'il y en aurait, mais là, on est capable de les détecter. Fait qu'en poussant la technologie, on est capable prochaine étape, on veut observer une exoplanète autour d'une étoile. Fait que, là, ça nous prend tel genre d'instruments, il faut améliorer nos instruments. OK, là, on l'a fait. Prochaine étape, on veut trouver 1000 planètes. Pas une, mais 1000 planètes. OK, ça va nous prendre un méga télescope, il faut l'envoyer dans l'espace. Ce télescope-là, le premier, il s'appelait Kepler. Puis là, on a trouvé comme 5000 exoplanètes. Ah oui, OK. Je t'arrête là, petite parenthèse, 30 secondes, mais ces télescopes-là, tu sais, mettons, il y a eu Hubble qu'on a entendu parler, Kepler aussi. Tu sais, ils ont été lancés, ça fait vraiment longtemps. Ouais. Tu sais, dans le fond, ils ont été lancés avant qu'on ait l'idée de leur utilisation d'aujourd'hui. C'est assez fou, ça aussi. Ils fonctionnent plus, ces télescopes-là, maintenant? Kepler, non, mais Hubble, oui. Ah oui? OK, je pensais que... Oui, Hubble fonctionne toujours, puis il peut faire un peu n'importe quoi dans le domaine visuel, puis il y a beaucoup de sciences qui se fait dans le domaine visuel. Fait que les télescopes, ils ont toujours leur régime de lumière dans lesquels ils fonctionnent. Fait que un télescope optique, c'est toujours en demande dans l'espace. Fait que,
Oui, il y a toujours de la demande. Mais là, tout le monde attend le James Webb Telescope qui est la nouvelle génération Hubble, beaucoup plus gros. Puis il va être beaucoup plus performant que Hubble. Il va pouvoir voir des choses beaucoup plus loin dans l'univers. Fait que Hubble, en fait, il y avait plusieurs types physiciennes qui voulaient Hubble pour leur propre science, mais une des choses qu'il va faire, par exemple, c'est observer des exoplanètes. Puis, un des instruments qui est développé pour James Webb, il est développé ici à l'Université de Montréal par l'équipe de... Je ne pourrais jamais être astrophysicien. L'instrument va être vraiment pour, maintenant, non seulement détecter des exoplanètes autour d'autres étoiles dans notre galaxie, mais observer leur atmosphère et déterminer la composition chimique de leur atmosphère. Fait que c'est vraiment, plus qu'on étudie, plus qu'on découvre des trucs, mais là, plus qu'on a d'autres questions, puis ça pousse beaucoup la technologie. Fait que c'est aussi une bonne retombée, en général, pour la société, que le monde souvent se dise à quoi ça sert l'astro. Mais les astronomes, puis astrophysiciens, c'est vraiment la même chose. Mais les astronomes ils développent les meilleures caméras parce qu'il faut regarder des choses vraiment, vraiment peu lumineuses dans l'univers, loin dans l'univers. Avec une meilleure caméra, beaucoup de technologies, les rayons X, c'était aussi par des astronomes parce qu'on voulait observer le ciel dans les rayons X. Fait que là, après, ça a été transféré dans les hôpitaux. Ça fait que plus qu'on pousse, plus que on développe la technologie qui après ça peut être réutilisée. On devait nos ordinateurs, tous nos appareils électroniques, à la course à la Lune qu'il y avait eu entre les États-Unis et la Russie. Là, il y a eu un boom technologique de fou. Fait que j'imagine que cette recherche-là qui est développée aujourd'hui va nous servir, va peut-être être dans nos téléphones dans 25 ans. Oui. Le HTML puis Internet, au départ, ça vient aussi des chercheurs universitaires un peu partout sur la planète qui voulaient s'échanger des données. Puis... Oui, puis il y a plein il y a des langages aussi informatiques qui viennent directement des astronomes astrophysiciens parce que souvent, on a beaucoup de données qui arrivent au télescope. C'est des gros fichiers que normalement les ordinateurs ont de la misère à amasser. Fait que, on développe des programmes informatiques, des ordinateurs aussi. Un bel exemple de ça, en ce moment, c'est le CHIME Telescope en Colombie-Britannique. Tout développé par des institutions universitaires canadiennes, qu'ils construisent un méga... en fait, il est construit, il fonctionne maintenant. Un méga télescope radio, donc qui observe le ciel dans la lumière radio. Moi, ma spécialité, c'est la radioastronomie, en fait. Et l'entrée de données est tellement énorme que, je pense que c'est comme en quelques secondes, il y a autant de données que comme tous les appareils cellulaires au monde, genre en même temps. Il y a tellement de données que, OK, comment on emmagasine ces données-là, puis comment on les cherche. On peut pas les story. Je parle souvent en anglais dans mes recherches, j'ai la misère à les faire traduire, mais on peut pas comme entreposer, emmagasiner ou entreposer ces données-là. Il faut faire notre science tout de suite et après ça les jeter parce qu'on n'a pas d'ordinateur assez gros pour accumuler ça. Oui, il y a beaucoup de développement aussi informatique là, qui vient de juste Chang, par exemple. OK. Au Canada, il y a quand même des recherches de pointe qui se passent. Oui, surtout en radioastronomie. OK. Toi, tu as remporté une bourse pour faire tes recherches? Oui. Parle-nous de ça un peu. C'est comme cool. C'est une belle fierté, ça, j'imagine. Oui, c'est... Oui, non, c'est... T'es gêné d'en parler, c'est ça, hein? Un peu. Mais... c'est modeste en plus, tu sais. En fait, dans le niveau doctorat, souvent, quand on fait de la recherche, on peut appliquer pour des bourses compétitives au niveau fédéral ou provincial. Puis, il y a différents montants qui sont offerts. Puis, souvent, les bourses qui attribuent, c'est basé sur différents trucs comme ta performance en recherche, ta performance académique dans des cours ou peu importe. Et des fois aussi, il y a une composante leadership, comment l'implication avec la communauté. Puis, fait que moi, j'ai appliqué j'ai été un peu bold. Fait que j'ai appliqué sur la plus grosse qu'il y a au Canada,
qui est offerte. Ça s'appelle la bourse Vanier. Et ça, dans le fond, il y a une grosse composante de ça qui est sur le leadership et la recherche et académique aussi, mais tu sais, c'est comme partie égale, contrairement à d'autres domaines. Normalement, c'est plus académique et recherche. Et ça, c'est comme vraiment à partie égale. Puis le montant est vraiment très différent aussi des bourses typiques. Fait que cette bourse-là, en fait, ça se supporte pendant 3 ans avec 150 000 $, fait que 50 000 par année. Fait que j'ai été un peu bold, puis j'ai appliqué. J'ai eu quand même des bonnes... en recherche, j'ai été quand même productive. C'était recommandé par ton département, puis tout ça aussi. Oui, il fallait que tu sois sélectionné par ton département. Ben, tu dis, ça me dérange, j'aimerais peut-être s'appliquer, puis ils vont dire, OK, tu peux appliquer. Puis après ça, ils font une sélection interne au département. Après ça, quand ils ont fait leur sélection, ils envoient ça à l'université. L'université fait leur sélection. Après ça, ils envoient ça au niveau national. Puis là, le niveau national font leur sélection. Et en sciences, ils prennent 150 personnes pour recevoir la bourse. Puis le taux de succès est quand même bas. Il y a beaucoup plus que 150 personnes qui appliquent. Ben oui. Mais c'est ça. Avec le leadership, moi, c'était vraiment... je fais beaucoup d'outreach. Fait que je fais beaucoup de vulgarisation scientifique. OK. La science et surtout de l'astro à Montréal. J'ai lancé des soirées qui s'appellent Astronomie en tap ou Astronomie en fût à Montréal. Fait que plutôt que d'avoir des conférences publiques comme on a à tous les mois à McGill, je voulais de quoi de plus informel, convivial, c'est ça, dans une atmosphère différente. Puis aussi, on voulait essayer d'attirer d'autres personnes parce que c'est pas tout le monde qui dit « je vais aller sur un campus universitaire, essayer de trouver une salle pour m'asseoir dans une salle puis écouter un scientifique parler pendant 1 heure ». Des fois, c'est pas tout le monde c'est pas attirant pour tout le monde. Fait qu'on s'est dit, bon, on va faire ça dans un bar. Puis il y avait des événements comme ça qui se produisaient aux États-Unis. Fait que on s'est joint. Ben, j'ai joint ce groupe-là et j'ai démarré ça à Montréal. Je voulais que ça soit bilingue. Fait qu'on avait des soirées franco-anglo. Très cool. C'est ça. Fait que c'est des courtes présentations. Ça bien? Y a-tu du monde qui participe? Oui. Oui. Il y a eu des fois que, la salle, j'aimerais ça. On va faire ça ici on va se trouver, mettons, chez Paris, là, une soirée. J'avais passé une soirée chez Paris. Mais c'est ça, fait que c'est des jeux, c'est aussi des jeux trivia, fait que c'est plus interactif, puis les présentations, c'est 15 minutes, puis il faut que ça passe le test, il faut que ce soit interactif, puis il faut que ce soit plus pas un show, mais plus dans l'univers. Il y ait du rythme, là, puis que ça soit drôle, puis ludique. Fait que t'as un petit côté Neil deGrasse Tyson, si je comprends bien. Là. Oui. Es-tu quelqu'un que tu penses qui fait du bon travail? Puis, j'aimais beaucoup Carl Sagan, mais je pense que Tyson aussi, c'est bon comme représentation dans la communauté. Carl Sagan est décédé depuis quand même plusieurs années, non? Oui. Oui, mais... C'est un peu lui le père de la démocratisation de l'astronomie, peut-être, hein? Oui, je dirais que oui, avec le Cosmos là, dans le temps, qui a été repris par Neil deGrasse Tyson. Et, oui, non, puis c'est de quoi que j'ai toujours aimé faire, de juste parler aux gens aussi et de juste prendre la science, de prendre tout ce qui est compliqué dans une journée avec moi, mon ordinateur, faire mes recherches, tout ça, des fois c'est compliqué, puis tu te perds un peu dans le pointu de ce que tu fais, fait que de juste prendre un recul, puis oui, c'est ça que je fais. Ça fait du bien. Fait que c'est ça en partie à cause de Astronomie en tap, puis d'autres trucs aussi dans lesquels je me suis impliquée au cours des années. C'est ça, j'ai été chanceuse et j'ai remporté la bourse. Ben, bravo, on est fiers. T'es notre étoile de l'astronomie. Oh! Ça aurait été bon, tu sais, tu es ma star d'un soir, François. Pas vite, ça switch. Je me disais, tu termines quand ton doctorat? C'est quoi, mettons, les objectifs là, qui s'en viennent pour toi? Dans 1 an, en théorie. Il me resterait 1 an. J'ai déjà 2, 3... Ça fait 5 ans que je suis à McGill, j'ai fait ma maîtrise, fait que j'ai fait 3 ans. C'est ça, j'ai fait 3 ans de doctorat, puis il me reste encore 1 an. Okay. Puis, mais des fois, l'espace-temps s'étire, c'est ça? Ça passe. Le temps est très différent, puis ça passe très, très vite.
Puis après, qu'est-ce que tu vas faire après, mettons, ton doctorat? Là, T'as-tu un rêve d'astrophysicienne, genre de découvrir quelque chose de particulier ou vraiment ton trip, c'est de vulgariser, c'est d'expliquer aux kidam comme nous autres comment ça fonctionne? J'ai pas de l'ambition de je veux faire une grosse découverte majeure. Ça serait le fun, mais juste de faire ce que je fais à tous les jours, ça me convient, c'est le fun. On fait toutes des découvertes. Je fais des découvertes à chaque mois, peut-être. Je trouve un peu ça, puis là, je suis toute excitée. Fait que, ça me fait plaisir de juste des petits trucs comme ça. C'est le fun quand il y a de quoi de vraiment excitant qui se passe. C'est le fun quand tu es impliqué dedans, mais c'est pas... Quand tu trouves un peu le sort, tu peux-tu le baptiser? Tu peux-tu lui donner un nom? Non, hein? C'est une série de chiffres. Puis, Oui, on a décidé que pour rendre les choses plus fonctionnelles, on y va par position dans le ciel. Il y a quelqu'un c'est pas à Montréal qui a réussi à prendre une photo d'un trou noir dernièrement. Là. Il me semble que j'ai vu passer ça. Oui, mais en fait, c'est un nid de poule. Prof, Émilie, est-ce que c'est quelque chose? Parce que, tu sais, quand tu es aussi bonne vulgarisatrice, quand tu aimes vulgariser puis apprendre des choses, c'est un regroupement de plusieurs dizaines, voire centaines d'astronomes, astrophysiciens, astrophysiciennes partout dans le monde. C'est assez lourd. Pour réaliser ce projet-là, donc pour prendre cette photo-là, il fallait avoir des télescopes un peu partout sur le globe. Puis il fallait qu'ils observent en même temps la même source. Puis il a fallu qu'ils fassent ça pendant longtemps. Mais là, c'est un ciel nuageux au Chili où il y a un de tes télescopés, ben ça marche pas. Fait qu'on faut attendre. Fait que ça a pris du temps, mais ils l'ont eu. Wow. Okay, fait que dans le fond, il y avait un télescope ici qui participait à ça. Puis, non, en fait, c'était une chercheure à McGill qui faisait partie de l'équipe. Mais pas de télescope ici. Normalement, les gros télescopes avec les types de télescopes qu'eux, ils avaient besoin, donc plus optique vers le micro-ondes. Le micro-ondes, c'est aussi la lumière. Normalement, on les place plus haut en montagne pour être plus au-dessus des nuages le plus possible. Puis aussi où l'air est plus froid, sec, stable. Ça va mieux pour observer. Fait que non, pas à Montréal. Pas d'observation professionnelle à Montréal. Mais on a une chercheure qui fait partie de ça, qui, elle, se spécialise dans les trous noirs. OK. Marc-Olivier, tu avais une question, je pense, hein? Ah, non. Oui, ben en fait, pour être prof à l'université, c'est vraiment ce que les astronomes font en général. C'est vers là qu'on s'en va. C'est là que les jobs sont. Faut que tu fasses un ou deux post-doc et des contrats de recherche post-doctorat qui durent 2-3 ans. Fait que tu fais un ou deux post-doc comme ça. Si tu es capable d'obtenir un contrat quelque part, normalement ailleurs dans le monde, parce qu'il n'y en a pas. Puis après ça, tu essaies bien fort d'avoir un poste comme professeur, mais il n'y a pas de poste de disponible. Fait que beaucoup d'astrophysiciens, astrophysiciennes sont juste forcés à quitter le domaine, puis ils vont programmer pour des compagnies de finances. Ah ouais. Oui, c'est triste parce que c'est un métier qui est hyper pointilleux à développer, puis pratiquement pas de job, dans le fond, c'est ce qu'on comprend. Oui. Avec, ça n'a peut-être pas rapport comme question, mais là, je commence à être moins gêné, fait que je pose mes questions par rapport. Mais tu sais, il y a des Elon Musk là, avec SpaceX, des choses comme ça. Est-ce que comment c'est vu, ça, dans votre domaine? Ben, il écoute pas, tu peux dire. Ça amène de l'intérêt du public pour l'espace, ça peut être positif, non? Oui. Ça, c'est intéressant. Puis aussi de juste rendre les voyages spatiaux plus abordables. Ouais, juste en anglais. C'est aussi une bonne chose. Ça coûte tellement cher d'envoyer des trucs dans l'espace qu'on envoie un télescope. Puis il y a des fois qu'on a dépensé des centaines de millions, voire des milliards
sur des télescopes, on l'envoie, puis finalement, il explose ou il y a de quoi de brisé, puis on ne peut pas y retourner parce que ça coûte trop cher envoyer de quoi dans l'espace. Envoyer une équipe dans l'espace, fait que il y a beaucoup de pertes comme ça. Fait que si on peut rendre les voyages spatiaux plus abordables, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il y a beaucoup d'astronomes qui sont inquiets parce que il y a tellement de trucs qui se font envoyer dans l'espace. Puis le plan aussi de Elon Musk, qui est comme d'envoyer plein de satellites en basse altitude, que il dit des milliers, là, lui, là, parce qu'il va offrir comme une espèce de réseau Internet par satellite, hein, c'est ça? Oui, puis ça, en fait, ça va tuer l'astronomie. Ça fait de la pollution, là, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Nous, ça va être comme une grosse nuisance. Puis un genre de voile qui fait que tu pourras plus regarder comme tu regardais avant. Oui, ben c'est ça. Fait que, mettons, ces objets-là, ils vont refléter beaucoup de la lumière. C'est une surface reflétante, normalement. Fait qu'en reflétant la lumière comme ça, nous, dans nos télescopes, nos télescopes, ils essayent de voir que des trucs que nos yeux ne sont pas capables de voir du tout. Là. Fait que ça devient trop brillant, puis on ne sera pas capable de prendre des observations. Fait que, c'est sûr que est-ce que le projet devrait continuer en tant que en tant qu'individu dans une société, c'est probablement une bonne chose, mais mon cœur d'astronome fait comme ça va tuer l'astronomie. Arrêtez d'envoyer des cochonneries dans l'espace. Arrêtez de polluer l'espace. Puis en fait, la pollution dans l'espace, c'est vraiment un problème qui devient de plus en plus important. Il y a des scientifiques maintenant qui essaient de trouver des solutions pour comme des gros filets ou de quoi pour essayer de collecter cette pollution-là. C'est de plus en plus important. Puis là, ça va empirer un peu, mais il y a des comme une nouvelle course à l'espace aussi là, qui se développe avec la Chine qui envoie des satellites, des navettes. Là. J'imagine peut-être ça aussi. Les entreprises privées, on parle beaucoup de Elon Musk, mais il y en a d'autres aussi. Là, il y en a plein qui veulent essayer de développer des voyages extraplanétaires. Oui, bien, c'est ça. Ça va être toujours des gros instituts comme la NASA, puis la NASA, ou l'Agence européenne. Les Russes. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Plus beaucoup. Pas comme dans le temps. J'écoute trop de films des années 80. Pas autant que dans le temps que l'Union soviétique, c'était vraiment big. Là, un peu moins. La NASA, ils sont vraiment très actifs. Puis l'Agence européenne aussi. Mais oui, il y a ces projets qui sont développés. Il y a toujours des projets un peu qui sont acceptés, qui sont sous travail, mais ça prend toujours beaucoup de temps à ce que ça se produise. Beaucoup de plans pour aller sur Europe, qui est une des lunes de Jupiter, qu'on pense qu'il y aurait plus d'eau liquide que sur Terre, enfouie sur une grosse couche de glace. Fait que ceux qui cherchent la vie ailleurs que sur Terre. De la vie, possiblement de la vie là. Oui, fait que la chasse pour trouver de la vie dans le système solaire, ça drive beaucoup les agences privées ou gouvernementales. Mais ça, ces projets-là, c'est comme, OK, on va accepter de financer ça, 10 milliards, puis ça va prendre 20 ans avant que ça se produise. Fait qu'il y a plein de projets, en fait, qui sont sous développement en ce moment, qui ont été acceptés, qui ont du financement, mais on n'entend pas encore parler parce que ça prend beaucoup de temps à développer la technologie puis de construire les instruments. Hey, moi, ça me fait capoter. Vraiment? On parlerait de ça avec toi pendant 3 heures. Là, notre ami Maude, notre ami en commun, Maude Bergeron, qui dit « Venez faire des soirées en fût en Abitibi-Ouest. » Yeah! Elle a bien hâte, elle, là. Fait que, oui. mets ça à ton agenda. Puis, c'est ça. Ça serait le fun. Il faut que Jeunesse Temple va organiser ça. Hein? Oui. Tu nous dis quand tu viens la prochaine fois, on organise quelque chose. L'UQAP devrait ouvrir un programme d'astro. Je vais aller, aller runner ça. Oui, on va t'organiser quelque chose. Ouais, on est puissant. Mais c'est ça. Merci beaucoup, Émilie. Vraiment, il faut que tu reviennes nous voir plus souvent et qu'on parle de science plus souvent. On n'en parle pas assez de science. Prochaine fois, je descends, je vais essayer de faire un astro on tap. Si le monde sont down. Oui. Vraiment. Une de tes anciennes profs, Cindy Veillette, qui dit que c'est vraiment cool, là, que ça sonne super intéressant. Je trouve que tu parles bien en anglais aussi, Cindy. Oui, Cindy. Merci, Cindy, pour l'anglais. Là, je n'ai besoin beaucoup à cette heure. Hey, merci beaucoup, Émilie. Merci à vous. On t'invite à rester avec nous là, pour
Ben oui. Et là, je fais une transition musicale vu que François n'en a pas fait. Ben oui, toi. Wow, budget! Oh, hein? Hey, c'était. fort, hein? Mais. Je me suis fermé les yeux 2 secondes et je pensais que j'étais dans un spectacle. C'est les spectacles de confinement, là, mais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, on prend les spectacles qu'on peut. Notre deuxième invité s'appelle Pascal Lafortune. Puis, il espère faire la fortune avec Instagram. C'est ça, Pascal? Ben, la fortune. C'est ça. Merci, Pascal, d'avoir accepté notre invitation. Ben, il n'y a pas de quoi. Ça me fait une belle visibilité en même temps pour vos auditeurs. Ben oui, puis et vice-versa. Nous autres, on espère que tes followers vont découvrir les survivants. Hein? Ouais, ben, pour l'instant, ils sont pas mal anglophones, mes followers. C'est ça le problème. OK. Ben oui. Bon, fait que là, explique-nous comment ça a commencé. J'espère pas me mettre riche avec ça. J'aimerais ça, à tout le moins, réussir à manger le matin puis payer mon loyer. Ce serait mon premier objectif. Parce qu'on entend ça, tu sais, on entend de plus en plus parler des influenceurs, tout ça, mais en tout cas, pour moi, personnellement, c'est un peu nébuleux. Là. Je comprends que c'est du monde qui ont une popularité ou qui ont beaucoup de monde qui les suivent. Mais là, toi, tu t'es fait un plan de match pour développer ton audimat, mettons. Là. C'est même qu'on dit ça? Ben, premièrement, je voudrais spécifier que devenir influenceur, c'est pas mon plan A nécessairement, mais c'est comme mon plan B tout au long de la crise de cette pandémie-là, en me disant si jamais je réussis pas à me trouver d'emploi traditionnel, régulier, ben j'aurai ça sur quoi tomber. Puis, ben, tant qu'à avoir rien à faire, aussi bien mettre ses talents à profit. Donc, c'est ce que je fais. C'est de l'entrepreneuriat, en fait, là. Oui, puis démarche entrepreneuriale. c'est pas mal plus dur, je pense, que les gens peuvent se l'imaginer, surtout pour commencer, d'après moi. Après ça, ça doit prendre une certaine art d'aller, là, mais pour commencer, c'est plus qu'une job à temps plein. Là. C'est vraiment presque du 24 sur 24. Là. Ah oui, OK, tant que ça. Ben oui. Ben oui, parce que les gens que tu ajoutes, ils t'écrivent, ils veulent que tu leur répondes, il faut que tu interagisses avec eux. Puis moi, j'ai décidé de concentrer mes efforts sur Instagram pour commencer, parce que déjà, une plateforme, ça demande beaucoup d'énergie. Puis si jamais ça prend, ben là, je verrai à peut-être agrandir les branches, là, puis aller voir d'autres plateformes comme YouTube ou ces choses-là. Mais je me suis dit, la photo, c'est peut-être un médium qui est un peu plus simple à maîtriser pour commencer, puis à essayer de rejoindre le plus de gens possible pour après ça, voir si on peut étendre nos tentacules. Tu étudies en communication avant ça, là. Oui, ben j'ai un background, j'ai fait de la radio pendant 4 ans. J'ai étudié à Montréal dans une petite école privée, puis après ça, j'ai fait de la radio au Nouveau-Brunswick, dans le nord de l'Ontario. Puis par la suite, je suis retourné aux études, j'ai fait mon bac en communication journalisme. Puis s'il y en a de l'Abitibi qui me regardent et qui disent ouais, il me dit quelque chose, c'est peut-être de mes années chez RNC Média où j'ai été journaliste TVAV, la Abitibi. On me reconnaît là. Fait que, tu sais, t'en as fait quand même beaucoup du contenu, là, parce que, tu sais, vous autres, c'est garoché, là, à chaque jour, c'est 2-3 reportages, tu fais le montage toi-même, je pense? Ben, ça dépend. J'ai commencé comme vidéaste à Val-d'Or, donc là, ça, c'est vraiment un job tout inclus où on fait tout. Puis, par après, j'ai été transféré simple journaliste là, à Rouyn-Noranda. Puis là, ben, on a des gens qui nous accompagnent. Au début, on avait des gens qui faisaient le montage. Tranquillement, ils sont en train d'intégrer ça, que tout le monde soit autonome. Là. Mais ça dépend du poste, de la fonction qu'on occupe. Mais oui, effectivement, j'avais déjà touché à ça. Puis à l'école aussi beaucoup. Puis j'avais déjà eu des chaînes YouTube aussi dans le passé. Donc, je suis quelqu'un qui est un peu touche-à-tout de nature. Donc, ça venait naturellement pour moi. Là. Il y a quand même des liens avec ce que tu faisais avant, là, tu sais, là, c'est pas... Oui. Ben, ce que je trouve, c'est que le métier d'influenceur, ça vient rejoindre un peu toutes mes passions en une seule, tu sais, justement les technologies, les médias, l'art. Je suis quelqu'un qui aime peindre, qui aime faire de la photo, qui aime faire de la vidéo, les jeux vidéo. C'est un peu le sujet... mon nom, c'est Game Boy Guy. Donc, ça vient du fait que j'ai une passion pour les jeux vidéo rétro. Donc, ça me permet de joindre ça. Puis, toutes les autres passions que j'ai, la paddleboard, l'extérieur, le plein air, le fitness, l'art de vivre,
Donc, je peux tout joindre mes passions en une seule. Puis, je me dis, si je pouvais en vivre, ce serait vraiment le rêve, Ah ouais, puis vivre le rêve, là, quoi. pour en vivre, là, explique-nous un peu comment ça marche. Tu sais. Il faut que tu aies suffisamment un réseau tu sais, construit autour de toi. Puis il y a des gens qui vont suivre ce que tu fais, il Ouais, y a du reach aussi, là, où le taux d'interaction, puis tout ça. Puis à c'est partir ça. d'un certain seuil, à un moment donné, il y a des entreprises privées qui vont peut-être faire appel à tes services pour faire la promotion de leurs produits, c'est ça? Ben, il y a toutes sortes de stratégies. Chaque influenceur peut décider de sa propre stratégie pour en vivre. Là, pour l'instant, c'est sûr que c'est pas mal plus des dépenses que des revenus parce que là, c'est de l'achat de matériel, c'est de l'achat de promotion sur la plateforme parce qu'on veut se faire connaître. Donc, on s'achète de l'autopromotion. On va acheter même de d'autres influenceurs qui sont très, très connus, qui ont OK. déjà beaucoup de followers. On va leur acheter des shout-outs qu'on appelle. Donc, eux, on leur paye un certain montant, puis ils vont Ah nous ouais, OK. mettre sur leur page. Puis là, après ça, ben, on espère que les gens qui suivent cette personne-là vont se mettre à nous suivre. Puis donc là, j'en suis à cette étape-là, là, à essayer de monter ma base là, de OK. followers. Là. J'en suis à 9000 environ. Je veux monter ça avant de commencer à espérer en faire un profit. Mais une fois qu'on a ça, ben là, bien sûr, ça dépend de ton créneau, ça dépend Mmh. c'est qui les gens qui te suivent, c'est quoi les produits que tu peux vendre. Moi, j'ai comme projet peut-être d'essayer de me spécialiser en Abitibi-Témiscamingue, justement, pour les entreprises d'ici, les événements d'ici. Si j'avais un bon noyau de followers, de gens qui me suivent ici en Abitibi, je pourrais être un peu un répéteur, un haut-parleur pour la communauté d'ici, pour ceux qui sont sur ces plateformes-là. Mais sinon, si on parle de jeux vidéo, par exemple, ben, on pourrait m'envoyer un produit que je pourrais prendre. Bon, je prendrais des photos, puis j'aurais un code. Les gens pourraient utiliser ce code-là. Il y aurait une Ah réduction, oui, puis moi, OK. ça me donnerait une redevance, par exemple. OK. As-tu l'impression qu'il y a de l'espace pour ça en Abitibi? Parce qu'on sentait que l'influenceur, c'est un phénomène qui était assez générationnel. Mhm. Tu sais, Ben, Tu veux dire, la population est quand même plus âgée en Abitibi-Témiscamingue, ben, François? la population est plus âgée, puis on n'est pas beaucoup. Tu sais, je pense qu'on est quoi, 165 000, puis on a un bon pourcentage de gens plus vieux un peu. Tu sais, ouais. je ne doute pas que le concept d'influenceur fonctionne. Là, tu sais, on le Mhm. voit assez bien ce temps-ci, mais dans le coin, c'est ce qui me ferait. Ben, premièrement, l'Internet, c'est une plateforme mondiale, donc c'est sûr qu'on n'est jamais limité à un territoire en soi. Donc, premièrement, c'est ça, j'arrête pas à l'Abitibi et même qu'au contraire, je commence par le monde. Euh, c'est ça, mon dilemme en ce moment, c'est l'équilibre avec la barrière de la langue. Est-ce que j'y vais en anglais? Est-ce que j'y vais en français? Mhm. Là, pour l'instant, je suis en anglais, puis je vise vraiment large. Puis peut-être que plus tard, je vais aller me chercher un créneau en Abitibi, mais j'ai pas encore trouvé la stratégie exacte pour comment je vais faire comment je vais me prendre pour développer le marché de l'Abitibi-Témiscamingue. Mais non, même j'ai l'impression que oui, parce que ça prend pas des millions de followers comme les gens peuvent le penser pour pouvoir en gagner sa vie, là. Ça en prend juste un bon noyau de followers actifs qui vont être prêts à te suivre, puis qui vont vouloir acheter tes produits ou aller, tu sais, qui vont faire confiance en ton jugement, en quelque Mhm. sorte, parce que tu vas pas endosser n'importe quoi non plus pour que les compagnies veulent te suivre. C'est les résultats qui vont être là. Ça peut être 10 000 personnes, puis ça peut être suffisant. Question de quantité, de qualité aussi là, dans tes Oui, followers, c'est ça. comme tu dis. Plus que de la quantité, là. Mhm. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais, tu sais, que c'est quelque chose qui est 24 heures sur 24. Dans le fond, tu transformes ta personne en image de marque. Tu sais, est-ce qu'il y a des jours que ça ne te tente pas? Tu sais, tu fais quoi quand tu peux-tu prendre des congés quand tu es influenceur? Hey, Marc-Olivier, amène-moi donc une bière en revenant, là. Honnêtement, je suis encore en train d'apprivoiser tout ça, là. Ça fait à peine 3 semaines, un mois, je dirais que j'ai commencé à prendre ça plus sérieusement. Avant, j'avais mon Instagram, mais c'était personnel. J'avais à peu près 600 followers, mais tu sais, c'était OK, t'as passé de famille, 600 amis. à presque 10 000 en 3 semaines?
Ouais, ben c'est ça. Comme je dis, c'est du Ouais. un par un, c'est OK. d'aller aimer les photos des autres, commenter les photos des autres, dire hey, suis-moi donc, je vais te suivre en retour. Toutes sortes de choses comme ça, des promotions. J'ai mis quand même une centaine de dollars en promotion sur Instagram et tout ça. Mais Tu n'as c'est pas acheté, intéressant. pas acheté de followers. Tu peux faire ça, je C'est pense, hein? délicat. OK. Ben, c'est délicat, c'est légal, mais pas sur Instagram. Tu sais, OK. c'est la ligne est mince. OK. Puis de toute façon, par après, des faux followers, ben justement, c'est pas des followers actifs quand on parle de Ouais. qualité. C'est juste des chiffres tu sais, ça gonfle le chiffre, Parce qu'il y en a qui se mais font ça accuser des vaut fois. Il y a du monde qui se font accuser d'avoir boosté un peu leurs statistiques en faisant ça. ça. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Ouais. OK. Ben oui, puis après ça, si tu as une promotion, puis tu as 1 million de followers, mais la moitié là-dedans, c'est des faux que tu as payés, ces gens-là vont pas acheter. Fait que ça va apparaître dans les résultats des promotions que tu vas faire. Là, tu sais. Ça sera pas efficace. Donc, tu sais. Hey, ma bière, t'as oublié ma bière. J'ai fait Pas de exprès pour problème. le remarquer, hein, puis le souligner qui était parti. La nature. Mais Fait que là, regardez, je voulais vous montrer, ah tant oui, qu'à être interactif, puis être sur Internet, puis être chez nous. Regardez pas le ménage, là. Et moi, je peux. Oui, On c'est peut-tu ça que je m'en virer allais la dire. caméra là-dessus? ben, ça Ouais, ici, voilà. Fait que ça, c'est ma chambre de gaming, justement. Là. va. OK. Fait, que Puis, fait que là, j'ai les arcades ici. Ici, j'ai la bonne vieille télé cathodique avec les vieilles consoles rétro. OK, quand même. Puis Une ici, belle c'est collection. la petite section. Ben là, j'en ai enlevé parce que comme mon nom, c'est Game Boy Guy, je voulais faire un petit photoshoot avec des cassettes de Game Boy. Fait que normalement, c'est rempli. Là. Mais là, je les avais enlevés pour faire un petit photoshoot. Puis ici, ouais, voilà. Puis ici, ben, c'est la collection. Là. Fait que, Nice. tous les jeux rétro. Puis ici, ben, c'est des DVD puis des Blu-ray. J'ai pas vu de Virtual Boy. T'as pas de Virtual Ben oui, il est Boy? là en haut, là. Ah ben, C'est ça, un hey, virtual. j'ai essayé ça une fois. J'ai essayé ça une fois Ça, dans un. je dirais que 9 personnes sur 10 ne savent pas ce que c'est puisque ça mange en hiver. Fait que c'est pas mal bon de connaître ça. C'est des plans, là, ça, là, c'est. D'après moi, là, quelqu'un, là, quelqu'un pourrait perdre connaissance en jouant à ça. C'est comme un Ouais, genre de. ben c'est. C'est comme des lunettes de réalité virtuelle? Pascal, il va l'expliquer mieux que moi, là, mais c'est comme un genre de première réalité virtuelle en noir et rouge. Ben, c'est pas de la réalité virtuelle. Ils ont volé le nom de la réalité virtuelle à l'époque parce que c'était populaire, puis c'était une façon de brander ça rapidement. Là. Mais c'est sorti à peu près en même temps que le Nintendo 64. Mais en fait, ce que c'est tout simplement des lunettes qui simulent la 3 dimensions, là, avec le concept des 2 images différentes qui, une fois superposées, donnent un aspect de profondeur. Mais le problème avec ça, c'est que, premièrement, il faut que ce soit sur une table, donc c'est dur sur le coup. Puis c'était seulement en rouge et noir, donc, tu sais, avec des graphiques similaires à ce qu'on retrouvait dans le Game Boy, justement, là, tu sais, avec des gros pixels. C'était 32 bits, mais il fallait diviser les 32 bits en 2 yeux. Ça donnait pas beaucoup de. À l'époque, on calculait la performance d'une console en bits. Donc, c'était pas beaucoup pour ce qu'on voulait faire avec la profondeur et tout ça. Là. Donc, ça a été un échec, L'idée un était flop bonne, mais la presque au technologie était pas là. lancement. Là. Pardon? Je dis, l'idée était bonne, mais la technologie était peut-être Ouais. pas encore au point. Là. L'exécution, je dirais aussi, Ouais. ils ont été un peu vite avec ça parce que justement, le Nintendo 64 n'était pas prêt encore à être lancé. Donc, ils ont dit il faut qu'on lance quelque chose. Puis, il y avait déjà ça en développement, mais c'était pas prêt, c'était pas peaufiné suffisamment. Ils ont décidé de lancer ça un peu rapidement, puis ça a été ça. Là. Ils en ont vendu en bas d'1 million. Ça n'a pas duré 1 an qu'ils l'ont retiré du marché. Puis, il y a à peu près une quinzaine de jeux. Donc, c'est très facile d'avoir une collection complète, mais en même temps, c'est un item, un article qui monte de plus en plus en prix parce que c'est comme... Il est rare. Ouais, ça s'en vient vraiment de plus en plus rare. Pas Puis d'en parce qu'on trouver rit des que c'est drôle, hein. fonctionnels aussi, puis de trouver les jeux aussi. Donc, mais moi, j'ai été chanceux pour le mien. Je l'ai trouvé pas trop cher.
Fait que là, moi, Dans le fond, les gens qui ont acheté ça au début, ils se sont fait vraiment avoir parce qu'ils ont payé ça super cher, puis il n'y a pas eu de suite à ça. Puis les gens qui veulent le revoir par après, ils payent super cher parce que personne n'en a acheté. C'est ça. Un de mes amis qui avait un Sega Saturn de même, là, puis il y avait genre 4 jeux, puis ça l'arrêtait. Ouais, ben j'en ai un aussi, un Sega Saturn. Il y en a eu plus que 4, par exemple. Moi, Mais... j'exagère tout le temps, tu fais des meilleures histoires. Moi, j'ai appris en fin de semaine que Elon Musk a appris à programmer sur un VIC-20. Comme moi, en 1982. Mais, À quand l'application? hein? À quand l'application pour vos podcasts? C'est ça. Hey, ça serait malade, hein? On a parlé avec un des amis à François qui nous fasse un jour une application, là, mais on n'a pas encore le concept, là, tu sais. Fait que là, toi, tu vas sur des forums de gens qui trippent là-dessus, puis là, tu lui dis, hey, suivez-moi sur mon compte Instagram, puis là, tu gagnes des followers de cette façon-là. Oui, un petit peu. Tu sais, les fameux hashtags, là, Ah oui, c'est vrai, oui. on y va avec la recherche. Hashtag. Nous autres, moi, je suis aussi homosexuel, donc on a une façon d'écrire gamer avec le Y, G-A-Y-M-E-R. Ah, OK, Donc, gamer. Là, on va rechercher comme 2 crowds en même temps, 2 publics cibles en même temps, les gamers puis les gays. Puis c'est pas mal mon hashtag où je vais magasiner mes followers le plus. OK. Au moment, comme je dis, C'est ma toi qui as stratégie créé. peut changer. C'est un terme qui existe déjà ou c'est toi qui as pensé à ça? Oui, c'est un terme qui existait déjà depuis un petit bout de temps. Là. Puis moi, je l'ai intégré, mais là, je pensais qu'on le verrait à l'endroit, mais c'est à l'envers. Ben non, on le voit à l'endroit, nous autres. Oui, ben moi, je le vois à l'envers. Bon, ben tant mieux. Fait que c'est ça, j'ai le Y aussi, si vous cherchez, là, il y a un Y. Il y en a beaucoup qui oublient de le mettre. Game. Hey, je vais le noter dans les commentaires pour les gens qui nous suivent. Là, on n'a pas énormément, mais je me dis que ça peut toujours bien. On peut contribuer à ça. Ben oui. C'est 2, 3. Je vous dis, on travaille tellement fort pour gagner chacun d'entre eux qu'on est content quand on a du nouveau monde qui nous suit. Puis je dirais pour chaque personne qui nous suit, on en perd 2 qui arrêtent de nous suivre aussi. Puis, ce qui me fait beaucoup de peine, c'est que je m'attendais à ce que mon noyau familial, amical, soit plus... me supporte plus là-dedans, dans cette aventure-là, mais on dirait que c'est très difficile que les gens prennent ça au sérieux, puis ils voient pas tout le temps qu'on met là-dedans, puis l'énergie que ça demande. Puis, tu sais, des gens très proches qui m'ont unfollowé, ben là, tu postes un peu trop souvent ou tu postes des affaires qui sont pas tout à fait pour moi, mais je suis comme, tu sais, t'as juste à swiper une seconde par en haut, puis c'est fini, là. Mais, tu sais, moi, le fait que tu sois là, à bord du bateau, ça peut changer les choses au total, là, pas chaque personne individuellement, mais quand on les additionne, c'est important. Il y a eu une couple d'histoires comme le fameux là, influenceur, je ne me rappelle pas son nom, mais qui a piqué une crise parce que le taxi ne voulait pas. Ah ouais. Bon, on dirait que c'est des divas, là. C'est 2 choses différentes. Il y a eu une couple d'épisodes comme ça qui ont fait qu'il y a du monde qui se sont dit ah ben les influenceurs, c'est du monde superficiel ou je sais pas quoi. Là, influenceur, c'est une étiquette au bout de la ligne, là, parce que on est tous nos personnes individuelles, on a nos propres couleurs. Puis après ça, influenceur, c'est juste pour dire qu'on essaie de gagner notre vie en faisant ça. Mais tu sais, moi, je pense que je suis un artiste. Puis c'est une plateforme, c'est une façon de se faire voir, de se faire connaître. Puis ça peut être un début à plein d'autres choses. Là, ben oui. En tout cas, moi, je t'ai entendu parler de Game Boy puis de console puis tout, puis t'en parles avec beaucoup de passion, tu sais. Puis en plus, avec ton background de d'après moi, tu vas sur YouTube, tu fais des capsules là-dessus, puis tu vas trouver un public qui trippe aussi sur. Ben non, tu sais qu'est-ce qui pogne bien gros, c'est un site. Tu te parles tu te mets dans ton char, mettons, avec ton téléphone. Là, tu pètes des coches après le coronavirus, puis après le confinement. Tu as gagné des followers. Ah oui. François va sûrement s'abonner puis te partager souvent sur son mur. Mais Sébastien, tu parles de YouTube, comme je mentionnais tantôt, c'est que c'est vraiment encore plus d'énergie que ce que Instagram peut demander parce que veux pas, en plus que j'ai un background dans ce milieu-là, je veux que le produit soit léché, que ce soit de qualité. Ça demande des journées entières pour une vidéo de 4 minutes. Puis là, ben, je l'ai déjà fait.
quand c'est vu 100 fois, 115 fois chacune, c'est un peu décourageant. Tu sais. Fait que c'est pour ça que je vais utiliser peut-être la plateforme Instagram pour rebondir éventuellement. Une fois qu'on va avoir un bon noyau de personnes, ben là, c'est facile de les envoyer sur YouTube puis là, d'avoir un public pour le contenu que tu produis. Là. Ouais, c'est ça. Tu peux pas non plus courir après toutes les lièvres en même temps. Fait que là, tu en as Non, choisi c'est une. ça. Je pense que c'est une bonne stratégie. Puis on va voir en même temps parce que, comme je dis, je suis pas juste dans les jeux vidéo. Je vais aussi beaucoup dans le fitness, le plein air, le paddleboard. Je prends plein d'endroits aussi de l'Abitibi en photo. Puis c'est facile avec Instagram de voir qu'est-ce qui a le plus grand succès. Puis on s'en va dans ce créneau-là. Fait après, ben, ça va peut-être dicter l'avenir de Oui, puis comme ma tu dis, ça fait pas si longtemps que tu travailles sur ce projet-là non plus. Tu sais. C'est ça. Nous autres, au début du podcast. Sérieusement, là. C'est qu'à un moment donné, des fois, ça devient usant d'être tout le temps on. Tu sais, d'être toujours on, d'être toujours. On choisit quand la caméra est on, hein? On choisit nos moments, puis j'en suis justement à équilibrer. Là, tu vois, ça commence à taper ses nerfs à certains proches là, qui disent ben là, la caméra tout le temps, tu sais, tu peux-tu jauger ça? Les influenceurs qui roulent beaucoup, ils ont de la misère à aller faire leurs épiceries. Là. C'est des rockstars. Là. Ouais. Je ne suis pas rendu là encore. Quand tu vas être rendu là, demande à François des conseils, parce que François, lui, c'est une rockstar. Là. Moi, je suis une vedette paroissiale. C'est ça. Oui. Entre Dupuis et Germaine, là, je suis quelqu'un. Ah ouais. Je ferai livrer mon épicerie de toute façon. Maintenant, c'est plus un problème. Il dit « Je suis prêt à toutes les éventualités. » Ben oui, on peut rester confiné maintenant. Donc, je sortirai juste pour faire mes shootings, puis après ça, je retournerai en isolement. Yes. Si jamais ça arrive. Eh bien, merci beaucoup, Pascal, pour ta belle aventure. On te souhaite bonne chance dans ton processus. Puis, tu sais, vu qu'on t'a donné un petit coup de main là, ça m'a amené t'atteindre ton 20-30 000 followers, ben, tu sais, ce serait le fun que tu reviennes puis tu nous en si vous êtes encore là puis vous faites encore ça va me faire plaisir. Puis vous me réinviterez en plus. Oui, on va te réinviter puis tu viendras nous dire finalement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. Ouais. J'ai déjà une petite idée, mais ça, je le garde pour moi. Ben, c'est ça. Fais tes preuves, tu viendras nous le dire après si ça marche. Yes, sir. Hey, merci beaucoup. Merci à vous autres. Je me suis dit, je le réessaye avec la musique. Mettre le jingle des survivants, par exemple, ça aurait été une bonne idée. Oui, hein, la petite musique des survivants. Hein? Trop tard. Trop tard. Tu as vu, ça, c'est partie de notre apprentissage. On est rendu avec notre troisième invité, et non le moindre. Le dernier. Hein? Dernier, last invité de la saison. Oui. Hey, c'est vrai. Ah oui, pour vrai, hein? Oui, épisode 20, on met la clé dans la porte à soir, nous autres. Oui, puis on a fini ça avec toi, Marc-Olivier. Quelques semaines, le temps de s'ennuyer un peu. C'est ça. Oui, puis l'été, c'est bon aussi pour prendre une pause puis faire le plein d'idées aussi pour la prochaine saison. Oui, parce que tu sais toi aussi qu'on est toujours en train de chercher des sujets. Hein? Oui, Ben, tu sais, moi, la chance que j'ai, c'est que c'est un podcast d'entrevue 1 à 1. Fait que sans forcément chercher des sujets, moi, je cherche de bons invités. Après ça, la discussion, elle découle de par elle-même, la plupart du temps. Oui, mais tu le fais aussi dans ta job d'animateur. Toujours en train de pour les gens, parce que nous, on s'est présenté avant le podcast, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, tu peux-tu nous dire un petit peu ce que tu fais? Oui, je travaille chez Radio-Canada, ici, en Abitibi-Témiscamingue. Mon titre exact serait journaliste multi. Donc, je fais autant les nouvelles à la radio que sur le web, comme là, pour les 2 semaines. Ben, en fait, cette semaine-ci puis la semaine prochaine, je remplace mon collègue Félix à l'animation de l'émission du Retour. Mais, tu sais, maintenant... Avant ça, tu as remplacé le matin? J'ai remplacé à l'émission du matin aussi. J'étais en fait, ça fait maintenant 4 ans que je suis chez Radio-Canada. J'en ai passé 2 à l'émission du matin. Fait que, tu sais, moi, les gars, là, de me faire toffer jusqu'à 21h15, moi, habituellement, ça fait 45 minutes que je suis couché, là. À 20h30, habituellement, je suis couché, là. Fait que... mais demain, c'est vendredi. C'est moins ouais, c'est vrai. On fera une sieste en journée. C'est ça. D'ailleurs, shout-out à Émilie qui a réussi à m'expliquer pour une première fois le concept de trou noir de façon vraiment tout à fait adéquate. Moi, pour des gars qui se présentent avec un balado, avec un podcast,
excusez-moi, réflexe radio-canadien, se disant un balado de stupidité, je vous trouve pas mal plus wise et beaucoup plus intelligent que vous le prétendez être. Fait que je changerais le tagline pour la saison prochaine. C'est une stratégie, ça. C'est, On met la barre très basse comme ça. C'est ça, c'est l'effet de contraste, c'est toujours positif. Je comprends. Vous avez réussi à rouler pendant 40 minutes une discussion avec une astrophysicienne. Moi, je suis preneur. Mais on n'a rien, on rien a compris. Mais l'astro, on en mange. C'était super intéressant. Un coup, tu y vas avec tes questions, là. C'est ça. C'était super intéressant. Mais c'est ça, fait que ça fait 4 ans, ça fait 7 ans que je suis en Abitibi-Témiscamingue maintenant, puis voilà. Puis là, toi, tu as une passion dans la vie aussi, comme nos autres invités, puis ta passion, c'est la photographie. Ouais, c'est ça. Longtemps, ça? C'est quand tu étais petit que tu as eu en cadeau un appareil jetable, puis tu t'es dit... Pas du tout. Ah non? Non, absolument pas. J'ai une famille où ils sont tous des kids Kodak, là, comme on dit, là. C'est une génération qui avait toujours un appareil, puis on a plein d'albums à la maison. Ceci étant dit, moi, personnellement, c'est quand je suis arrivé ici en Abitibi en 2013 que j'ai commencé à faire de la photo parce que je connaissais personne. Puis ça a été un outil qui m'a permis d'entrer en contact avec les gens. Moi, ce que j'aime, c'est le monde. J'aime mener des entrevues, j'aime parler avec les gens. J'ai posé plein de questions à Émilie. J'espère que c'était pas trop lourd parce que je m'intéresse aux gens, puis... Fait que l'appareil photo était un outil pour rentrer en contact avec les gens. Tu sais, je faisais des portraits. J'avais déjà commencé un petit peu à faire de la photo, surtout musicale, parce que je viens d'un milieu essentiellement musical. J'ai fondé un festival de musique qui s'appelle le Festival de musique Artefact à Vaudreuil-Dorion. Moi, je viens de ce secteur-là. Okay. Fait que je faisais beaucoup de photos musicales, d'amis musiciens, tout ça, mais c'était vraiment pour le plaisir. Mais quand je suis arrivé en Abitibi, je connaissais littéralement personne. À part le gars qui m'avait engagé au téléphone. Je suis arrivé à Rouen, puis je connaissais zéro pin bar, personne. Fait que la photo était devenue. Tu es allé t'acheter un appareil photo, puis tu t'as acheté un livre, comment faire des photos, puis go? J'allais à la Bibli avec un cahier Canada. Okay. J'allais à la bibliothèque ici à Rouyn-Noranda. Puis, tu sais, je veux dire, je savais m'en servir, là. Comprends-moi bien. Là. J'avais des bases, je savais que c'était quoi l'ISO, une ouverture, je savais c'était quoi la vitesse. Bon, je ne suis pas astronome, là, fait que je ne travaillais pas avec des lentilles grosses comme ça, puis avec plein de miroirs, puis de lentilles. Mais je comprenais quand même c'était quoi une profondeur de champ, puis comment ça. Sauf qu'après ça, des techniques, bon, comment on fait une bonne photo en extérieur, le cadrage, je trouve que c'est assez instinctif, là, mais je veux dire, fait que c'est ça, il y avait plein de livres à la biblio, j'ai lu sur l'histoire de Leica, j'ai lu pour essayer de comprendre c'est quoi un capteur, autant donc l'appareil que après ça, la manipulation, puis tout ça. T'sais. Fait qu'en allant, je prenais des notes dans un cahier Canada, comme quand j'étais un petit garçon dans mes cours. J'écoutais des tutoriels, vidéos, YouTube. Après ça, je le mettais en pratique. Je voyais, puis s'il n'y a pas de secret, là, c'est comme jouer de la guitare, François, ou jouer comme un instrument. S'il n'y a pas de secret, tu pratiques. T'en le fais le plus que tu peux. Voilà. C'est comme ça que c'est entré dans ma vie, carrément. OK. Wow, c'est cool. Puis là, tu as commencé à te dire, ben là, je vais demander à des amis de... Ouais. Puis moi, je me spécialise dans le portrait. Ouais, je me spécialise dans le portrait essentiellement. J'aime faire les portraits des gens. Fait que, pour la petite histoire, moi, j'étais DJ au Groove à Rouen. Ah ouais, OK. Bon, ça. Ah, t'as une voix de DJ, toi. Ouais, mais je parlais pas. C'est hyper paradoxal, mais je veux dire, je fais de la radio, je m'adresse à des gens au travers d'un médium, mais en personne, je suis quand même quelqu'un de gêné, même qu'on me dit que des fois, j'ai l'air un peu froid parce que je suis un peu timide. Oui, c'est vrai que tu as de l'air bête en vrai, toi. T'es bien fin, Je sais pas, je t'ai jamais vu en vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la même chose du tout. C'est pas les mêmes mécanismes, puis c'est pas la même façon de s'adresser aux gens en personne qu'à travers un micro ou à travers de la technologie, tu sais. Fait que je suis souvent pas celui qui parle le plus fort. Je prends mon trou. Je vais poser des questions quand je suis invité. T'as une solide voix radio. Quand je suis curieux. Mais tu sais, c'est ça. Ça pour dire qu'au Groove, tu sais, je parlais pas genre « Yeah, OK, yeah, all right ». C'est pas du tout. Ça fait même pas partie de ma personnalité. Ah, oui, c'est vrai. T'es bien fin. C'est drôle, quand je fais des représentations, ou en tout cas quand je vais sur le terrain, puis je me présente, puis que je vois que c'est des gens qui écoutent Radio-Can,
je vois la fraction de seconde où ils me croient pas, où ils sont « OK, je vous pensais pas du tout comme ça. » Le monde pense que je mesure 6'2" puis que je pèse 220. Là, c'est drôle parce qu'on a eu une discussion similaire avec Lise Millette qui est venue Ouais. sur notre podcast. Puis elle Ouais. dit qu'elle a une voix d'une madame de 58 ans, alors que la fille est vraiment déchaînée. Là, elle a un humour particulier puis tout, mais Oui. à radio, ça paraît pas. Là, elle a comme une posture radio-canadienne. Ouais. Non, Lise, c'en est une autre aussi qui a une super belle voix. Oui. Mais ouais, c'est ça. Fait que la voix, c'est une chose, mais bon, après ça. Fait que là, toi, mettons, tu te promènes dans la rue, puis tu es un gars gêné ou introverti, comme tu veux. Puis là, tu vois quelqu'un, puis tu dis, hey, j'aimerais ça le prendre en photo. Puis là, tu l'approches, puis tu lui demandes. C'est bien plus gênant que de parler devant 400 personnes. Je l'ai fait, ça, mais je l'ai fait rarement. Mais quand je le faisais, c'est parce que j'étais tombé. Moi, ce qui m'intéresse chez les gens, ce que j'aime bien, c'est avoir des visages, il faut qu'il y ait quelque chose de particulier dans l'individu. Tu sais, je cherche quelque chose d'unique. D'authenticité, là. Ouais, quelque chose de... À la Guinguette, ici à Rouen, l'été passé, il y a une fille qui s'appelle Margaret, qui est une Ontarienne. Évidemment, je ne le savais pas. Mais elle a un visage... En tout cas, vous irez faire un tour sur ma page sur Instagram. Le portrait, donc, est maintenant là-dessus. Puis quand je l'ai croisée l'année passée, c'est une des fois où je me rappelle, j'ai fait « Faut que je dise à cette fille-là que je vais faire un portrait d'elle parce qu'elle a un casting, elle a quelque chose de vraiment particulier. » C'est sûr que la fille doit penser que c'est une technique de cruise, ça, non? Absolument. Puis c'est pour ça qu'après ça, mon discours, c'est tout le temps « Salut, je m'appelle Marc-Olivier, je suis photographe. Je voulais juste te dire, je t'ai vu, puis je trouve qu'il y a vraiment de quoi qui serait vraiment cool à faire un portrait chez toi. » Puis là, souvent, j'ai déjà préalablement ouvert Instagram, puis je le montre, je fais comme, je voulais juste te montrer, voici, je t'assure que c'est pas des conneries. Si proche non plus. Non, exactement. Puis je montre mon site web, mon .com. Fait que là, les gens se font comme, OK, c'est pas un crétin. J'aime quand les photos sont énergiques, sont vivantes, sont spontanées, sont naturelles, mais j'aime aussi qu'il y ait quelque chose, il y a un personnage qui se crée, tu sais. Puis des gens comme le monsieur que tu as rencontré, ben, ça se fait sans effort. T'sais. Margaret, la fille que j'ai fait le portrait, qui est une fille de l'Ontario, de Virginia Town, c'était la même chose. T'sais. Elle faisait aucun effort, puis elle était photogénique, puis il se passait de quoi. T'sais. Dans ces cas-là, c'est rare que ça arrive, mais c'est vraiment le fun à faire, des portraits de ces gens-là. Ben ouais. Pendant le confinement, as-tu fait des photos? As-tu réussi à quand même faire de la photo d'humain ou tu t'es tourné vers le... J'ai fait un super beau portrait d'une fille écœurante. Elle s'appelle Dominique. OK. Puis ben, ta blonde, ça? Elle est juste en bas dans mon salon. OK. Fait que, sinon... Tu t'es dit, chérie, je vais me pratiquer sur toi pendant 8 semaines. C'est pas de la cruise, là. C'est vraiment non, c'est vraiment... Je suis vraiment pas un charmeur. Sinon, j'ai fait mon chien aussi, Arthur. Oh! Ça, c'est le beau Arthur. La question, tu sais, ta blonde, elle trouve ça comment? Parce que, tu sais, c'est pas juste d'interagir avec d'autres filles, c'est d'aller la voir en disant « T'es vraiment belle, j'ai vu quelque chose de... » Tu sais, parce que c'est hyper flatteur aussi pour ces filles-là. Là, j'imagine qu'il y en a qui doivent trouver ça charmant. En plus, t'es pas un pichou non plus. T'es fin. Mais moi, j'ai connu ma blonde alors qu'elle savait déjà le genre de photos que je faisais. Okay. Donc, elle avait vu mon travail. Savais-tu tous les genres de photos que tu fais? Elle connaissait tous les genres de photos que je faisais. OK. Je fais pas de nu, juste en passant. Je fais des portraits. Aujourd'hui, pour essayer de profiter un peu de toi, tu sais, pour attirer du monde sur notre podcast, j'ai dit qu'on a... Je sais qu'est-ce que tu as marqué. J'ai vu le post. Je sais qu'est-ce que tu as marqué. Un photographe coquin. Puis là, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Un photographe coquin, ça m'intéresse, je vais aller écouter ça. » OK, juste... Sensationnalisme. Oui, mais juste une chose. Je fais pas de nu, puis ça m'intéresse pas. Parce que tu m'as jamais vu tout nu, toi, tu dis ça? Parce que... Ben, écoute, si ta blonde veut un souvenir, je le fais, ça va me faire plaisir. Non, mais plus sérieusement, j'ai eu une expo qui était prévue ici à Rouyn-Noranda, à la galerie
Rock Lamotte, art contemporain, qui était prévu pour le 24 avril. Pour la fin, à compter du 24 avril, c'était vernissage. Vous avez une petite idée que ça a été cancellé. C'était des trucs qui étaient plus légers, mais c'est pas du boudoir. J'aime pas du tout le boudoir. Il n'y a rien, je vous le dis, puis je le dis aux gens, il n'y a rien de flatteur à mettre une femme dans un bébé-doll, dans une position de même. Il n'y a rien de naturel. Il n'y a personne qui est bien là-dedans. Il n'y a personne qui est bien là-dedans. Les photos que je fais, j'invite les gens à aller faire un tour sur mon site. Il y a d'autres genres de nus aussi. Là. Il n'y a pas juste... Non, bien évidemment. Tu sais, si je t'invitais chez nous, Pascal, j'en ai d'accrochés, tu verrais. Il y a des trucs qui sont plus légers, mais ça demeure... Moi, ce que je veux, c'est dans mes portraits, je veux des personnages qui sont forts, qui sont en confiance, qui sont... C'est ça. Ce serait quoi ta signature dans tes photos? Très classique. On voit une photo, puis on dit « Ah, ça, c'est Marc-Olivier. » C'est très classique. Je vais... Mon photographe préféré, je peux te donner peut-être des influences qui vont peut-être répondre à ta question. Peter Lindbergh. Peter Lindbergh, après des années d'un calendrier Pirelli où les filles étaient avec des maillots larges de même, a repris les contrats des calendriers Pirelli. Pirelli, qui est des voitures. Si les tailleurs. Les tailleurs, oui, les tailleurs Pirelli, c'est ça. A repris ce mandat-là et a mis des actrices comme Julianne Moore, des femmes matures, d'une beauté naturelle, sans artifice. Et c'est devenu ça, le calendrier de Pirelli. Ça a créé un électrochoc dans ce monde-là. Et c'est d'une beauté, d'une simplicité, d'une spontanéité, d'un naturel désarmant. Puis c'est 100 fois plus beau que des photos de filles avec des maillots. C'est gros comme une nouille de je pense que ce type de calendrier et de photos-là, mettons, là, dans des garages, c'est appelé à disparaître un peu avec l'abondance de points sur fini. Internet. C'est plus genre, t'es content parce que tu réussis à avoir un calendrier de... Ah, puis il n'y a plus une entreprise qui va vouloir, avec l'image que ça projette, produire ce genre de contenu-là, et c'est tant mieux. T'sais. Donc, Peter Lindbergh a arrivé à montrer au monde, dans une longue et grande carrière, il est décédé en 2019 d'ailleurs, c'était super triste, a arrivé à faire comprendre au monde que le naturel, qu'une femme sans artifice est 100 fois plus belle que tous ces setups-là pas possibles. Si j'avais une influence, puis pour répondre à ta question, Pascal, c'est ce genre d'image-là qui m'influence. Ça va être quelque chose de très... Je vous le montrerai, sauf que je vous le dis, les gars, je ne veux pas les sortir, les images que j'avais prévues pour l'expo, parce que votre feed, en tout cas votre vidéo ne sera pas acceptée sur YouTube. Parce que quand ils vont être passés pour l'analyse, ça ne passera pas. Mais c'est quelque chose... Là, ça a été complètement cancellé ou ça va être reporté à plus tard? C'est reporté à plus tard en 2000. Ça doit être quand même ça doit être une belle fierté, ça, d'avoir une exposition. Tu sais, c'est ta première exposition, c'est ça? Oui, officielle dans une galerie avec quelqu'un qui s'occupe. C'est ça, c'est quand même une étape importante, je pense. C'est quelque chose de hot, là, tu sais. Oui, d'avoir l'aval d'un homme comme Rock, qui est un enseignant de carrière à l'UQAT en art visuel, en art contemporain, en tout cas. Pardon, qui a vu mon travail, qui est venu à la maison, qui a analysé les œuvres, qui a analysé le travail du portfolio, puis qui a fait « C'est bon, je vais en faire un événement chez moi. » Oui, c'est hyper flatteur, puis c'est une belle marque de confiance, puis ça vient avec une responsabilité, tu sais. Oh. Moi, les sujets que j'ai pris en photo, ça, c'est une autre affaire dont je pourrais vous parler longtemps, mais tu sais, je veux dire, les filles qui ont accepté de poser avec moi, c'est une confiance que je gagne, tu sais, c'est une confiance que je gagne de leur part. Puis elles acceptent ensuite que je les expose dans une galerie d'art. C'est pas des petits formats là, comme ça. Là. C'est des 24 par 36. Là. Fait que, c'est la moitié du corps. Là. C'est des grands formats. Mm-hmm. Fait que c'est une grande fierté des deux côtés, de la part des filles qui m'ont fait confiance, puis de la part de Rock qui reconnaît la qualité du travail. Dans le processus pour devenir un
un artiste professionnel aussi, c'est une étape importante, ça? C'est quelque chose vers quoi tu veux t'en aller? Veux-tu, Vois-tu, Sébastien, moi, du plus loin que je me rappelle, je ne sais pas si vous aviez fait ça, mais nous, à Valleyfield, on avait ça dans nos écoles primaires. On avait un petit journal, pas un petit journal, mais une espèce d'album de finissant en 6e année du primaire. Et dans ma fiche à moi, de ma classe, de mon année, c'était marqué que je voulais être journaliste sportif chez RDS. C'est marqué noir sur blanc. Mes parents l'ont encore à la maison. J'ai toujours voulu faire le métier que je fais là. Maintenant, je suis chez Radio-Canada. Je me lève à tous les matins, puis puis je le dis, puis c'est pas de la flagornerie, là. Mais tu sais, je veux dire, il y en a qui voulaient être astronautes. Moi, je voulais faire le métier que je fais là. Je suis sur mon X. Mais un n'empêche pas l'autre, là. C'est ça que je veux dire. C'est absolument pas. Et ce que je veux dire, c'est que la journée où je serai fatigué pour plein de raisons, mais j'aurai une 25 années de photographie dans le corps, puis je m'installerai à la SAR avec le père de Marina, puis j'irai travailler à sa shop de photos, tu sais, pour faire une dernière carrière, tu sais. Puis ça viendra plus tard, tu sais. Ça sera, moi, la photographie, je la vois, à moins que j'ai un breakthrough, une opportunité qui se refuse pas, tu sais. Mais je veux dire, je vais faire le métier que je fais là longtemps, puis la photographie sera un truc qui sera des accomplissements, comme de faire un livre, de faire une expo, de runner un podcast. Mais je pense que tu peux quand même être un artiste professionnel puis avoir un métier. Oui. Tu sais, c'est pas obligé c'est d'être drôle. l'artiste, tu sais, torturé qui a un métier alimentaire seulement. Tu peux quand même faire d'autres choses, tu sais. Tu as absolument raison. Sans être torturé, moi, c'est drôle, je parlais de ça avec Dominique, puis on parlait de ça récemment. Je lui disais, selon moi, en tout cas, je sais que c'est gros ce que je vais dire, mais selon moi, pour être quelqu'un qui est vraiment compétent dans son domaine, il faut que tu sois obsédé, il faut que tu sois investi. OK. Puis, je me dis que là, présentement, je n'ai pas les couilles pour tout lâcher pour la photographie. Si je les avais, probablement que je le ferais. J'espère que personne ne va écouter ça chez Radio-Can. Ceci étant dit, pour être dans les meilleurs dans ce que tu fais, il faut que tu sois obsédé et investi. Oui, c'est ça. Donc, puis c'est pas grave, je vis super bien avec ça parce que, comme je te dis, je fais présentement le métier que j'ai toujours voulu faire. La photo est là, ça prend tout le reste de la place, puis c'est correct comme ça. Un jour, je pense qu'il va peut-être avoir un point de bascule, puis je vais faire peut-être plus de photos que de radio, mais ce sera à 50. Pourquoi tu nous écoutes? C'est bien correct comme ça. C'est impoli. En attendant, tu fais de la photo pour le plaisir, puis si quelqu'un voudrait se faire prendre en photo par toi, c'est pas possible. Oui, c'est possible. Je ne fais plus de portraits je fais pas de maternité, je fais pas de famille, je fais pas de graduation. Oh. J'ai fait des mariages, mais je n'en ferai plus. J'en ai fait 14 précisément, je n'en ferai plus. Je vais faire des portraits et je vais refuser la majorité des commandes qu'on va me demander. Ah, ben c'est le secret pour être populaire, hein? L'offre et la demande. En fait, où je me tire dans le pied, mais en tout cas, ce que je veux dire là-dedans, c'est que... tu veux faire des trucs que tu aimes. Je veux pas faire de compromis. Ouais. Point. Je veux faire du sujet. Tu veux le sujet qui t'intéresse. Voilà. Puis, tu sais, je veux dire, comprenons-nous bien. Tu sais, Instagram Pascal peut en témoigner, est un puissant véhicule pour joindre les gens. Puis je reçois des gens qui m'écrivent « J'aime ce que tu fais si jamais tu as besoin de... » Puis moi-même, je fais des open calls des fois. Je fais des open calls, puis je fais comme... Écoutez, des fois, je fais des stories, j'ai un nouveau concept en tête. Je vais te donner un exemple. J'ai un nouveau concept en tête, j'aimerais faire un shoot, puis un projet qui se passerait dans un garage. Je cherche une femme qui n'a pas peur, tu sais, d'être dirt, puis de se mettre les mains dans, puis de saler les mains. En l'huile, puis oui. Puis elle va être donc, puis c'était pas cliché, le garage, là, je sais qu'on parlait de Pirelli tantôt, là. Puis ça a donné ma plus belle série où la fille que j'ai trouvée était mécanicienne, en plus d'être mannequin. Ah ouais, c'est une fille qui est à Montréal. C'est une fille qui est à Montréal, tu sais. Fait que
Instagram est vraiment puissant pour ça. Fait que des fois, je vais faire des open calls, puis ça va donner des super beaux castings. Des fois, c'est des gens qui m'écrivent. Amélia, c'est une mécanicienne, Amélia. C'est exactement ce que tu as devant les yeux, Sébastien. C'est une fille qui travaillait dans un garage, puis qui était aussi mannequin à l'agence Dulcedo à Montréal. OK. Parce que pendant que tu jases... Ben non, j'écoute. Je suis capable de faire deux affaires en même temps, moi. Là, je voulais peut-être te montrer, mais... Je regardais en même temps ton compte Instagram, puis... Tu sais, moi, je connais pas ça, la photo, là, puis j'ai probablement pas les bons mots pour le dire, mais moi, ce que je trouve vraiment beau dans tes photos, c'est le contraste là, du noir, puis tu sais, de la lumière, puis il y a comme... La photo Sébastien, là. Comme des couches multiples d'ombre et de lumière. C'est vraiment beau, là. Merci, t'es fin. C'est super apprécié. Sébastien, la photographie, c'est la lumière, la lumière, la lumière, la lumière, la lumière et encore de la lumière. Ça fait pas blanc, ça? Non. J'ai la misère avec mon appareil, moi, que si je rouvre trop les... Pour mon Patreon, je vais commencer à faire des tutoriels. Puis, oui, c'est bon, ça. Ouais, je vais commencer à faire des tutos photos, un ou 2 semaines. Puis le premier, ça va vraiment d'aider les gens. En tout cas, j'espère que ça va aider les gens. Mais avec les 3 mesures de base, l'ISO, l'ouverture de champ, puis la vitesse. Commencer à maîtriser ça. Puis, la ligne est mince entre influenceur puis photographe. Là. Tantôt, on parlait d'étiquette. Qu'est-ce qui fait qu'un est influenceur et l'autre est photographe? C'est un peu... Moi, j'ai une bonne réponse pour toi. Moi, je cherche pas de partenariat. Ouais. Je cherche pas à vendre rien, puis je suis même pourri pour me vendre. Patreon, tu parles, c'est une façon de générer des revenus. Ouais, mais ça, c'est différent parce que là, je parle de mon podcast sur Patreon. Ouais. Là, on parle moins de photos plus que de radio, de mon projet de podcast. Mais, nous autres, mettons, on voudrait faire un partenariat pour que tu nous fasses une belle photo, moi et François, pour notre saison 2. Là. Il n'y aurait pas moyen de te faire un pot de vin, quelque chose, là, essayer de... Ben, en fait, oui, parce que, je veux dire, au final, je veux dire, je choisis les projets qui me stimulent. Je veux dire, vous êtes 2 gars avec un super cool casting. C'est sûr que je le ferais. Après ça, on réfléchirait à comment on le fait. OK, on se trouve une date. Mais si les gars, vous me dites, on s'en va dans un pont suspendu d'Abitibi-Ouest, je vais faire non, les gars, ça a été fait 700 fois. On le fera pas. Il faut que tu fasses attention avec Sébastien. Là, si tu ne dis pas un nom clair, c'est un oui. Moi, j'ai entendu oui, là. Ben, ce sera oui avec une série de propositions. S'il y en a qui vous plaisent là-dedans. On respecte. Ce qui marcherait mieux, ce serait une femme avec un télescope. Ça marcherait mieux. J'aimerais ça, pour vrai, faire une photo, un portrait d'une astrophysicienne, pour vrai. Hey. Mais tu sais, je vous dis ça, puis ce ne serait pas une mauvaise chose que j'ai plus de gars dans mon portfolio. Fait que... Hey, d'ailleurs, c'est drôle que tu en parles, Émilie, parce qu'on a un follower, nous autres, qui nous suit, là, qui s'appelle Peter Johnny. L'as-tu vu, Sébastien? Peter Johnny qui dit c'est un compliment pour toi. Il dit pas besoin de Hubble ou de James Webb pour mesurer l'éclat. Stella Bellezza Naturale de votre invitée Émilie Parent. Oh! Je sais pas si j'ai pas dit en italien. Là. Il dit que c'est une belle étoile naturelle, je pense. Hein, c'est ça? On dit ça avec une coupe de Je devoir. savais pas, hein? Moi qui est rendu assez à l'aise avec vous pour vous poser vos questions bizarres, là, peut-être que tu ne sauras pas comme répondre, Marc-Olivier, mais qu'est-ce qui fait, mettons, que les photos là, qu'on prenait en 1995 avec nos appareils photo, c'était super laid puis pixelisé, mais quand on regarde des photos de 1895 puis des photos de guerre de 1904, c'est super clean, c'est super beau, puis il y avait quand même de la bonne qualité de photo. Parce que c'est passé à Photoshop par des experts. Probablement. Puis, tu sais, je veux dire, je déconne, mais c'est pas tant que ça, je veux dire. Justement, pour prendre des belles photos, est-ce qu'il faut investir un montant de fou ou c'est possible à petit budget? Moi, j'ai commencé avec un modèle qui s'appelle... C'était chez Canon. Je l'avais acheté dans un Boxing Day à 550 $ peut-être. Le Canon Rebel T3i. Certains vont rire puis ils vont dire « Bingo, c'est avec ça que j'ai commencé. » C'est un modèle hyper classique, standard. J'ai ça chez nous. Bon, ben, c'est un DSLR de base qui est super polyvalent. C'est parfait. C'est numéro 1 quand tu veux commencer.
tu vas apprendre toutes tes mesures de base, tu vas faire des compositions, tu vas avoir une lentille intégrée qui est assez polyvalente. Tu peux faire un peu de portrait, tu peux faire un peu de photos de paysage. Bon, tout ça, c'est numéro 1. Tu sais, l'appareil... Parce que c'est drôle, je viens de m'acheter un appareil photo aujourd'hui même. Ah ouais, c'est quoi Je ne savais pas qu'on en discuterait. Là. Parce que pour l'instant, j'y allais avec mon cellulaire, mais je me dis, tu sais, plus ça va, plus il faudrait que je pousse. Là. As-tu pris quelque chose avec un flip, avec ton écran qui flippe pour te voir? Oui, justement, pour que je puisse faire des égo-portraits et tout ça. J'ai trouvé ça sur Marketplace là, de Facebook. Parfait. C'est un vieux de 2010, un Lumix Panasonic ZF-100 14 mégapixels, mais le fait que le petit écran se flippe justement, puis qu'on a différents contrôles, je me suis dit, ça pourrait peut-être... Puis tu sais, je veux dire, allez fouiller sur YouTube, vous avez une série de vidéos de grands photographes qui font des images avec des appareils jouets, des trucs comme ça. Pour vrai, c'est la personne qui le tient entre les mains. C'est sûr qu'à me donner entre la mienne, qui a une valeur marchande d'à peu près 4500, puis l'appareil que Pascal a acheté aujourd'hui, évidemment, il y a une différence dans la qualité qui va être rendue. Mais je veux dire, si j'étais quelqu'un qui avait... Ben c'est ça, pas un sens artistique, qu'est-ce que ça vaut d'avoir ça? Après ça... C'est un peu comme jouer sur une guitare à 5000$ quand tu connais... T'es pas capable de faire un... On a juste 2 accords. Quoi qu'avec 2 accords, tu peux jouer un Horse with No Name, mais... Tu serais surpris le nombre de chansons que je peux te faire avec 3 accords. De toute façon, ton jeu de guitare est à peu près la même stratégie que ton podcast, c'est-à-dire tu dis que tu joues 2 accords, mais en fait... J'en sors une 4e une fois de temps en temps. Je lui sors un petit 6-7e. Sébastien, il y a même des compositions, puis c'est très bon, c'est drôle. Il y en a combien des accords, moi qui connais rien en musique? Il y en a 7. Mettons, si on... Ah bon. 4 sur 7, c'est pas si mal. Attends, Merci, il décline après ça en... c'est ça. Variété infinie. Un La suspendu 7e. C'est ça. Mais c'est ça, en tout cas, on pourrait en parler longtemps, là, mais au final, c'est la personne qui l'a entre les mains. Il n'y a pas de secret. C'est comme la guitare. Plus tu joues, plus tu es meilleur comme un photographe. Plus tu aiguises ton œil, plus tu deviens meilleur. Hey, merci beaucoup tout le monde. On a eu 3 passionnés ce soir. C'était vraiment le fun de vous entendre, parler de vos passions puis partager ça avec nous autres. On vous souhaite que ça fonctionne bien et longtemps pour vous. Marc-Olivier Thibault, on peut aller voir son site Internet qui est marcolivierth.com. Émilie Parent, on va... Cobra. Hein? J'ai un podcast sur la photo qui s'appelle Pixel Cobra. Oui, c'est ça que j'ai écouté moi tantôt. Oh. Mais c'est la même chose, là, François. C'est juste que tu vas sur le site et tu choisis podcast dessus après. Mais si vous cliquez sur Instagram, vous pouvez aller voir sa page, son compte Instagram. Donc, marcolivierth.com. Émilie Parent, qui est notre nouvelle vedette étoile au surveillant. On va te suivre encore dans ta carrière. Tu devrais nous tenir informés de ce qui va se passer après. Puis quand tu découvres quelque chose, un pulsar lumineux, rose, on aimerait ça que tu l'appelles Les Survivants, s'il vous plaît. On ne peut pas, c'est la position dans le ciel. Je suis en train de soumettre Je suis dans le processus de soumettre un article d'une découverte que j'ai faite d'un type d'objet assez différent. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais peut-être j'enverrai ça dans votre direction. On peut-tu lire ça quelque part, tes recherches là-dessus? Tu sais, mettons, je vais sur ResearchGate, là, moi je suis membre. Ouais. Peux-tu aller lire tes publications? Oui, j'ai 2 articles en tant que premier auteur. Oh, wow! Puis tu en as une quinzaine en tant qu'auteur additionnel. Mais mon 3e, il s'en vient. Là. Le premier draft, il est fini. Puis, wow. Je vais aller te follower sur ResearchGate. Ça fait différent d'Instagram, mais je vais aller faire ça. J'ai pas d'Instagram en plus. C'est là qu'on me follow. Mais merci de m'avoir ramené virtuellement un petit peu en Abitibi à soir. Ben ouais. Ça fait plaisir beaucoup. On a plusieurs de tes amis là, qui nous ont écoutés. Fait que tu vas peut-être avoir quelques messages privés là, en raccrochant avec nous autres. C'est ça. Hey, merci aussi beaucoup à Pascal. Hein, Pascal, on te souhaite que ton passage à l'émission te fasse popper. Tu vois, Pascal, c'est ça la différence entre toi et moi. C'est précisément ça. Puis bientôt, tu vas pouvoir faire swipe up sur Instagram. On aimerait ça que tu nous dises ce que ça veut dire parce qu'on n'a rien compris sur swipe up. Ça a l'air que quand tu as 10 000 followers, tu peux faire un swipe up. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire swipe up. Fait que tu reviendras.
Tu reviendras l'année OK. prochaine nous dire c'est quoi un swipe-up. Oui, parce que nous autres, on s'attache vite aux personnes. Fait que c'est sûr qu'on va tenir à vous. On s'attache à ces petites bêtes-là. Hein? Ça se peut qu'on vous réinvite. Hein? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, mais ça se peut qu'on vous réinvite pareil. Ben, on signe tout ça aujourd'hui, ça a l'air, les contrats. Avec Sébastien, ça prend un nom clair et précis parce que sinon, c'est un. Ben, moi, je dis oui. Excellent. Oui, on veut que tu viennes faire ça, Nice. là. À brut. Moi, je vous inviterai à mon vernissage dans mon cas. Merci Puis, beaucoup. toi, Marc-Olivier, il faut qu'on se reparle parce qu'on veut se faire prendre en photo en chess, moi puis François, là, éventuellement. Juste s'il y a du miel. Bon, ben, je suis vraiment dû pour un break d'une couple de mois de toi, François Grenier. C'était la 20e des survivants. Merci beaucoup tout le monde. On espère vous voir la saison prochaine. On ne sait pas trop c'est quand la saison prochaine. On va décider ça quelques On ne sait jours pas quelle avant. année encore. C'est ça, la page Facebook. Merci beaucoup à, je pense, nos 70 invités qu'on a eus dans l'année. Merci particulièrement aussi à Stéphane Bisson qui nous a fait notre jingle d'intro, notre jingle de outro aussi. C'est lui qui fait les voix off. Puis merci beaucoup à Francis Caron aussi pour tout le visuel, les logos. Là, c'est des gens qui n'ont pas payé en plus. Fait que Merci à Kylian Bellil pour sa patience et son montage vidéo. Oui, le gars qui ne se choque jamais, même quand on 15 fois en ligne, on a oublié de lui envoyer nos vidéos et des affaires de même. Ce qui arrive souvent. Comme un souriant. Fait que, merci beaucoup tout le monde. Alors, à la prochaine.